Le sujet d'aujourd'hui n'est pas particulièrement des plus joyeux, certes, mais vous allez voir qu'en fait, il est tout à fait passionnant. Mon fin n'était pas encore apposé sur la première tablette d'argile ou sur la première feuille de papyrus ou sur la première écorce chaulée ou n'importe quel support de l'écriture, qu'en fait naissait déjà celui qui ne rêvait que de détruire ce support plus ou moins fragile qui porte aujourd'hui le nom générique de livre. Pour reprendre le bel aphorisme de Lucien Polastron, qui a été l'auteur de l'ouvrage de référence sur le thème, création vaut crémation. L'histoire des bibliothèques est aussi l'histoire de la destruction des bibliothèques. L'histoire du livre est aussi l'histoire de l'autodafé. Les causes de la disparition d'un livre sont hélas multiples. Il y a une maxime de Paul Valéry que j'aime beaucoup, stipulant que, je cite, « Le livre a les mêmes ennemis que l'homme, le feu, l'eau, les bêtes, insectes, rats, etc., et leur propre contenu. » Alors, à titre personnel, j'ajouterais même, de la même manière que Terence disait « L'homme est un loup pour l'homme », j'ajouterais donc volontiers à la liste des fléaux énumérés par l'ami de Martin Bonnemer, « L'homme lui-même est un fléau pour le livre ». Si les manières de détruire le livre sont multiples, il en est de même des circonstances de leur disparition. On a trop oublié, jusqu'au printemps dernier en tout cas, que les cathédrales et les monastères ne semblaient avoir longtemps été construites que pour brûler un jour, à tel point qu'on peut estimer miraculeux que des bibliothèques de cet ordre, des fonds monastiques originaux, aient subsisté jusqu'à nos jours. Mais le propos d'aujourd'hui ne tiendra pas compte de ces cas accidentels innombrables, ou même des destructions dues à l'ignorance, à la bêtise, au fanatisme intérieur des pays censés être en guerre. Je pense par exemple à l'Allemagne hitlérienne et à ses grands bûchers de 1933, inscrits de manière indélébile dans la mémoire collective, ou à la Chine maoïste de la révolution culturelle, où tout ouvrage antérieur à 1966 était au mieux révisionniste et carrément féodal pour tout ce qui était imprimé avant l'arrivée du grand timonier en 1949, pour résumer, des ouvrages à liquider, tout comme leurs lecteurs, ce dont les jeunes et intrépides gardes rouges ne se privèrent pas. Alors il faut dire qu'il existait en Chine une ancienne tradition de nettoyage par le vide des bibliothèques et des lettrés, comme l'avait prouvé la politique du premier empereur de Chine, l'empereur Qing, qui avait ordonné en 213 avant Jésus-Christ de détruire tous les livres, principalement confucéens, à part les livres techniques, qu'il s'agisse de livres de médecine ou d'agriculture. Et comme cela ne suffisait pas, et que les lettrés avaient la fâcheuse habitude de conserver, malgré tout et malgré la peine de mort annoncée, leur bibliothèque, eh bien on décida, en plus de brûler les livres, comme vous le voyez en bas de cette image, de tuer leurs lecteurs, notamment en les enterrant vivants, parce que ça allait plus vite. La méthode est d'ailleurs devenue un proverbe chinois, Fen Shu Ken Shu, pour brûler, enterrer, ce qui désigne en fait une méthode de gouvernement particulièrement radicale. D'une manière générale, les révolutions et les émeutes n'ont jamais fait bon ménage avec la garde des livres, même lorsque les événements étaient d'ampleur limitée et relativement modeste. La riche bibliothèque de l'évêché de Paris, par exemple, est passée directement dans la Seine lors de la Révolution de 1830, qui fut pourtant assez peu gourmande en vie humaine et en destruction. Donc dans cette vaste fresque possible de la destruction du livre, nous avons préféré garder la thématique plus particulière et recentrée du livre en guerre, sujet qui ne manque d'ailleurs pas d'exemplification, comme vous pouvez vous en douter, et d'exemples parfois extrêmement récents. Guerre mondiale, guerre tribale, guerre civile, guérilla, faites votre choix, elles ont presque toutes eu un impact sur les bibliothèques, publiques ou privées, et sur les ouvrages qu'elles renfermaient. Il ne faut pourtant pas croire que le livre en guerre se résume à être une simple victime passive pour l'immolation, ce que nous aborderons dans le troisième temps de notre conférence. Il fut aussi une proie convoitée et par là même sauvegardée, du moins pour un temps, voire un ami et un compagnon en temps de conflit. Et c'est par ce premier aspect que nous allons commencer en montrant comment le livre peut être enrôlé et devenir le compagnon des champs de bataille aux prisonniers de guerre des combattants. Quand Ramsès II partait vers la bataille de Kadesh, emportait-il avec lui une collection de rouleaux de papyrus, comportant ses œuvres favorites, des poèmes ou des récits? On pourrait le penser,
On sait qu'il était accompagné d'une armée de scribes aptes à gérer ses textes, et puis par ailleurs, la route vers la Palestine était un peu longue. Il fallait tromper l'ennui. Mais nous n'en avons pas de témoignage. Du coup, le premier témoignage réel de livres emmenés au combat concerne des faits datant du IVe siècle avant notre ère. Il se lit dans Plutarque et concerne l'un des plus importants conquérants de l'histoire, j'ai nommé Alexandre le Grand en personne. Dans la biographie du souverain macédonien, dans les vies parallèles de Plutarque, on lit en effet, objet du livre 10, les anecdotes suivantes. Alexandre avait un goût naturel pour les belles lettres et portait jusqu'à la passion l'amour de la lecture et de l'étude. Il faisait le plus grand cas de l'Iliade, ce qu'il appelait la meilleure provision pour l'art militaire. Aristote lui donna l'édition de ce poème qu'il avait corrigé et qu'on nommait l'édition de la cassette. Vous allez savoir voir pourquoi. Alexandre, au rapport Donnes Écritus, la mettait la nuit sous son chevet avec son épée. Comme dans les provinces de Haute-Asie, il ne lui était pas facile de se procurer des livres, il écrivit à Harpalus de lui envoyer des livres et se procura par son moyen les œuvres de Philistus, un grand nombre de tragédies d'Euripide, de Sophocle et d'Échille, avec les dithyrambiques de Téleste et de Philoxène. Il eut pendant longtemps la plus grande admiration par Aristote. Il ne l'aimait pas moins, disait-il, que son père, parce qu'il n'avait reçu de celui-ci que la vie, au lieu qu'Aristote lui avait appris à mener la belle vie. Donc vous voyez véritablement une bibliothèque réelle qui accompagne Alexandre dans toutes ses pérégrinations sur des distances jusqu'alors totalement inconnues pour une armée. Et vous allez comprendre pourquoi ce fameux Homère, on l'appelait l'édition de la cassette. C'est dans le livre 35 du même Plutarque qu'on trouve un autre comportement bibliophilique du conquérant qui usa de son droit de conquête et de butin d'une manière peu commune après sa grande victoire sur Darius. Je cite. « Quelqu'un lui ayant apporté une cassette qui fut regardée comme ce qu'il y avait de plus précieux dans tous les trésors et tous les meubles de Darius, il demanda à ses courtisans ce qu'il croyait le plus digne d'y être enfermé. Chacun ayant proposé ce qu'il estimait le plus beau, Alexandre répondit « Et moi, j'y renfermerai l'Iliade ». C'est du moins ce qu'ont écrit les historiens qui méritent le plus de confiance. Si le récit que font les Alexandrins sur la foi d'Héraclite est vrai, il paraît qu'Homère ne lui fait pas inutile dans cette expédition et qu'il prit même conseil de ce poète. À tel point semble-t-il donc qu'il plaçait le fameux coffret sous son oreiller pendant son sommeil pour qu'Homère diffuse le poème de l'Iliade et de l'Odyssée dans sa tête et lui insuffle des inspirations magnifiques, notamment, dit-on, toujours selon Plutarque, la création de la ville d'Alexandrie. Sautons à présent les siècles, pour en arriver à un autre grand conquérant, Napoléon Bonaparte. Il n'est pas impossible que son envie de lire en tout temps et en tout lieu, notamment sur le champ de bataille, lui ait été dictée par l'exemple de Frédéric II de Prusse, l'un de ses grands modèles militaires, qui disposait déjà de bibliothèques de campagne. Une étude toute récente de l'historien Charles-Éloi Vial, parue en 2012, est venue faire un point magistral sur l'histoire des bibliothèques portatives de l'empereur. Celui-ci a commencé cette pratique du livre en campagne extrêmement tôt. Il était jeune homme encore, si l'on en croit le témoignage laissé par son frère Joseph Bonaparte. Je cite. « Mon frère avait réuni les œuvres de Plutarque, de Platon, de Cicéron, de Cornelius Nepos, de Tite-Live, de Tacite, traduites en français, ainsi que celles de Montaigne, de Montesquieu et de Raynal. Tous ces ouvrages occupaient une malle de plus grande dimension que celle qui contenait ses effets de toilette. Et de fait, durant la campagne d'Égypte, il a pris soin, Napoléon, d'emporter toute une collection d'ouvrages portables, en quelque sorte, offerts par Joséphine de Bornay jusqu'en Égypte et qu'il va utiliser tout au long de son périple égyptien. S'étant doté d'un matériel, d'un mobilier de campagne extrêmement élaboré, alors on y trouve des trésors d'ingéniosité en termes d'ébénisterie, de tiroirs secrets, de tiroirs coulissants, de meubles pliants, il va appliquer les mêmes dispositions à ses livres, qui étaient donc en partie chargés dans sa voiture de voyage, une véritable maison roulante équipée d'un écritoire, d'un matelas et d'une petite bibliothèque. Il pouvait ainsi lire en plein voyage, alors qu'il parcourait les routes de l'Europe, les livres qui lui plaisaient et ceux qui lui déplaisaient,
avaient généralement coutume de finir passer par la fenêtre. Selon un membre de la suite impériale en 1813, durant la campagne de Saxe, je cite, « On remplissait toutes les poches de la voiture de journaux et d'autres écrits périodiques de Paris. À peine les avait-ils parcourus rapidement, on les voyait plus légers que le vent qui les emportait. Quelques-uns de sa suite, avides de nouveautés, tâchaient de les ramasser. Quelquefois, on pouvait même profiter de cette circonstance pour se procurer une petite bibliothèque de campagne. » Donc vous voyez, l'escorte devait être contente parce qu'il ramassait les livres qui tombaient par la fenêtre au fur et à mesure. La majeure partie de la bibliothèque de voyage était toutefois transportée dans les fourgons de la maison impériale, qui était vraiment l'intendance, avec le reste du mobilier qui était déchargé à chaque étape. Les livres étaient dans des cassettes décrites ainsi par le baron Fin, qui était le principal secrétaire de l'empereur, en bois d'acajou, avec des poignées qui les rendaient faciles à déplacer et à placer. Nous les tirions de leurs enveloppes de cuir, nous les disposions toutes ouvertes sur des tables, des planches ou des chaises le long des murs de la pièce où l'empereur travaillait, et ces rayons improvisés perfectionnaient très bien l'ameublement de notre cabinet militaire. Les archives et la comptabilité tatillonne de la maison impériale ont permis de retracer dans le détail l'histoire de ces meubles portatifs. Ainsi, en 1806, on sait que la collection se composait de 624 volumes, la plupart des éditions Cazin, donc ces ouvrages de petite taille d'un éditeur parisien dont vous avez un exemple dans l'actuelle exposition Géants et Nains. Alors il est à noter que Cazin était l'inventeur d'une collection justement qui a mérité sa célébrité, qui s'appelait la bibliothèque de campagne. Et quand lui pensait bibliothèque de campagne, il pensait plutôt le coucou, le meuglement des vaches, vous voyez, plutôt que l'aboiement des canons. C'est pas le même genre de campagne, mais Napoléon l'a repris à son titre et ne l'a pas dédaigné. Avec l'entrée en fonction du bibliographe Antoine-Alexandre Barbier comme bibliothécaire de l'empereur en 1807, le contenu de la bibliothèque va encore se perfectionner. Et on le voit ici dans une lettre du secrétaire de l'empereur à M. Barbier en mars 1809. L'empereur demande si sa bibliothèque de voyage est prête. Je recommande à M. Barbier de la choisir avec attention et de n'y mettre que d'excellents livres, car Sa Majesté tient à avoir quelque chose de très distingué, et par le choix des livres, et par la beauté des éditions, et par l'élégance des reliures. Donc oui, l'empereur était un lecteur exigeant, même en campagne militaire, et son bibliothécaire précédent, d'ailleurs, était parti en burn-out, et il va continuer d'harceler régulièrement le nouveau titulaire du poste, donc Antoine-Alexandre Barbier, lequel reçoit, mais alors même depuis l'Autriche ou le fin fond de la Russie, des lettres sanglantes pour lui dire à quel point son choix de livre est mauvais. Ainsi, le 8 juin 1809, le secrétaire Ménéval, donc le même qui signe ici, fait savoir que les livres envoyés depuis Paris sont, je cite, « la plupart du temps jugés détestables et ne font qu'un saut de la valise du courrier dans la cheminée ». C'est l'empereur, hein, donc il y a des réactions un peu instinctives. Pour autant, Barbier se donnait énormément de mal pour organiser cette bibliothèque. Il la complétait par des envois fréquents et réguliers. Il fit fabriquer des nouvelles caisses plus légères pour accueillir les livres, et il s'ingéniait, même durant la campagne de Russie, de faire parvenir des journaux, des pièces de théâtre et des commandes express de l'empereur jusqu'à Moscou, puisqu'il savait que la chose lui plaisait. Ainsi, en mai 1812, alors que Napoléon était déjà sur la route de la Russie, il demanda l'expédition d'un livre sur l'armée russe qu'il avait oublié sur une table de la bibliothèque du Palais des Tuileries, et dont il avait évidemment besoin. Vous voyez que sa lecture continuait en voyage, et puis il fallait rajouter un petit essai une petite édition des Essais de Montaigne. Vous voyez un peu l'ampleur des lectures de l'empereur. Donc ces livres accompagnaient réellement l'empereur jusque sur le champ de bataille, et le pharmacien du souverain, Gassicourt, put en 1809 en juger peu avant la bataille de Wagram. Il rapporta avoir examiné, je cite, « le petit coffre où Napoléon place les livres qu'il emporte en voyage. Je remarquai parmi eux un Montesquieu, un Bossuet, les commentaires de César. Ces livres ont du rapport avec les idées dont on le suppose occupé. » Donc vous voyez, il se nourrit comme stratège de ses lectures. Pendant la bataille de Wagram, je trouvais, dans l'île de Lobau, la voiture qu'il avait amenée depuis le palais de Schönbrunn. La curiosité me fit monter dedans, et je vis, dans la poche de la place qu'il occupait, un livre broché, corné, à moitié coupé, qu'il avait manifestement lu pendant le voyage. C'était les mémoires historiques du comédien d'Azincourt. Donc sans rapport immédiat, vous voyez qu'effectivement c'est une lecture détente, en quelque sorte. Alors bien sûr, le combattant de base ne disposait pas, lui, au front et de loin, du luxe d'un empereur.
Néanmoins, on a toujours trouvé dans les havresacs, les besaces des soldats, des lectures, des ouvrages brochés, populaires, achetés quelques sous, mais qui étaient souvent un échappatoire à la dure réalité du quotidien. La Première Guerre mondiale, à cet égard, nous a apporté de nombreux exemples, tirés des correspondances de poilus, des carnets intimes de l'un ou l'autre camp, où l'on voit le soldat lecteur de journaux ou de livres. La demande des combattants, embourbés dans les tranchées, était souvent de lainage pour lutter contre le froid mordant ou de douceurs alimentaires pour améliorer le rata. Mais beaucoup éprouvaient donc ce besoin de la lecture, le simple réconfort de la correspondance familiale, celui des informations colportées par les journaux, même sous l'effet de la censure, qui était évidemment la première lecture accessible aux poilus à raison de 5 centimes l'exemplaire. Et puis pour s'évader du quotidien encore plus, il y avait les livres, pas forcément accessibles à toutes les bourses, à 3,50 francs l'exemplaire à l'époque. Et Poilu Auvergnat, le cousin Pelou, qui a laissé des mémoires, indique qu'effectivement en 1915, le repos en seconde ligne est bien passé aussi par la lecture. Je cite, « Mes hommes occupent une cave que les obus n'ont jamais pu enfoncer. Ils causent, chantent, rient, fument, dorment, écrivent et lisent. » Même constat pour le médecin Maurice Bedel, dans son journal intime. On lit beaucoup pendant la guerre, et dans les milieux des officiers, on lit énormément. On s'en tient bien entendu aux auteurs de réputation assise, bonne compagnie. Pour certains, ce besoin de lire était même vital, et là on va plutôt du côté des catégories professionnelles tournant autour du livre. Ainsi, Antienne Tanti était professeur et bibliothécaire au lycée Hoche de Versailles. Versé dans l'infanterie comme caporal, il écrit le 20 novembre 1914 « Ah, quand je songe combien ces premiers fois sont charmants sur l'avenue de Paris au parc, sur le chemin de la Sorbonne. Oh, la bonne bibliothèque que voilà, si chaude avec ses bouquins. Ici, on crève comme un animal dans la misère physique et intellectuelle. » Un mois plus tard, l'historien de l'art Elifort écrit d'ailleurs à sa femme sur le même sujet « Ce qui me manque le plus ici, ce sont les bouquins. » Alors, différentes études, notamment Benjamin Gilles, lecture de poilus, livres et journaux dans les tranchées, ont abordé très récemment en fait cette question du livre durant la Première Guerre mondiale. Et force est de constater que les sources directes dont je vous parlais tout à l'heure, donc les correspondances, les carnets intimes, ne sont pas toujours les plus bavards. Même les grands romans de guerre, comme Le Feu, d'Henri Barbus, dont vous avez un exemplaire, voilà, ce sont différentes photographies, voilà. Donc vous avez un exemplaire en exposition, où les croix de bois de Dorgelès, que nous avons vu tout à l'heure, n'abordent pas une fois la question de la lecture sur le champ de bataille. Donc les historiens du livre ont eu recours à des sources plus indirectes, comme par exemple des registres de bibliothèques de régiments, ou les livres de caisse de l'éditeur Albin Michel, qui envoyait sur le front des ouvrages suite à des commandes spéciales directement envoyées dans ce qu'on appelait la zone des armées, ce qui était la zone de front en tout cas. Et puis par contre, il y a les cas particuliers, plus bavards. Par exemple, le fameux Louis Barthas, tonnelier de profession, qui a laissé des carnets de guerre qui sont des classiques de la guerre 14-18, a fait référence à ses lectures du roman Verdun, signé par Henri Bordeaux, dans son carnet. D'autres poilus, qui étaient eux des hommes du livre, on pourrait les qualifier ainsi, donc des étudiants, des instituteurs, des professeurs, des conservateurs des professions libérales, se sont eux révélés carrément plus bavards. Tué en juin 1915, l'avocat Robert Dubarle, qui était également député de l'Isère, parlait beaucoup de ses lectures à l'intérieur de sa correspondance et également de la répercussion que ces lectures avaient sur sa vie dans les tranchées. Un jeune agrégé de lettres, Marcel Ettevet, qui était devenu lieutenant d'infanterie et qui a été tué en 1916 sur la Somme, parviendra même à évoquer 87 références littéraires dans ses lettres du front, et il avait demandé à sa famille, dès l'été 1915, en plus des habituelles demandes de lainage et autres, de lui faire parvenir plusieurs œuvres du poète Francis Jammes, d'Anatole France, de Pierre Loti, en osant même le roman antimilitariste primaire, je dirais, de Lucien Descaves, intitulé Sous-Off, et qui avait fait scandale à l'époque. Donc dans l'ensemble, les choix de ce jeune officier, qui était donc agrégé de lettres, montrent qu'il souhaitait surtout des lectures légères, divertissantes, tout en maintenant un certain lien avec l'univers militaire.
Et si l'on va chercher du côté de personnes qui étaient moins lettrées, comme le téléphoniste Louis Crémer, qui nous montre vraiment un troufion de base en quelque sorte, eh bien on voit que même les simples fantassins sans grade aimaient se divertir et étaient dans certains cas des lecteurs voraces. Dans son cas à lui, on voit passer dans son carnet intime les poésies de François Coppée, les romans d'Abel Armand, mais aussi Le Feu de Barbus, décidément incontournable et qu'il va lire à 2 reprises, tout d'abord en périodique quand il paraît dans le journal L'Œuvre, et puis quand le volume paraît, il le relit et se le fait commander aux armées. Pour répondre à la demande de ces poilus, les éditeurs vont faire évoluer certaines de leurs collections. Par exemple, les éditions Charpentier vont entreprendre une collection de classiques au format poche, peu onéreux, et un poilu d'ailleurs en témoigne. Je me dandine, engoncé dans ma capote toute raide de pluie, le front alourdi du casque, et je regarde. Puis, pour ne plus regarder tout cela, je me mets à lire un tout petit bouquin jaune à 2 sous, les liaisons dangereuses, en mangeant un reste de riz au chocolat, lourd, glacé, âcre de fumée, délicieux. Mais avec la menace toujours réelle des bombardements, des alertes, le succès va évidemment plutôt au texte court et pas tellement à guerre épais, justement, de Tolstoï. Donc des nouvelles, des poésies, des anthologies, on voit que ce sont les titres privilégiés. Et laissons le dernier mot à Barbus lui-même, qui a été au front jusqu'en 1916, l'auteur à succès du roman Le Feu, qui écrivait à sa femme, le soir, dans la grange, j'allume une bougie que je fais tenir en faisant fondre quelques gouttes de stéarine sur 2 boîtes de conserve. Et je lis du Virgile et du Faust, 2 bouquins faisant partie d'une collection classique bon marché. La présence des livres sur le front est si réelle que certains y virent le jour. J'en parlais tout à l'heure. Alors l'écriture, bien sûr, et ce genre de roman est là pour en témoigner, mais également la difficulté de composer dans ces conditions-là. Voici 2 lettres d'Henri Barbus à sa marraine de guerre qui montrent à quel point les choses sont délicates. Là, nous sommes donc en janvier 1915. Voici ce qu'il écrit. « Je finis demain mardi mes 4 jours de tranchée. 4 jours de repos au cantonnement vont suivre. J'ai l'intention, pendant ces périodes de calme, de reprendre mon roman. Je travaillerai dans quelques coins de cuisine de ferme, 1 heure ou 2 heures par jour. Et puis quelques mois plus tard, en avril, le constat est décidément sans appel et c'est la fin de la lettre. J'ai renoncé, en tout cas, à travailler ici. Plus tard, plus tard. » Mais je voulais surtout parler, concernant cette phase d'élaboration, d'un cas particulier qui est celui d'Apollinaire. Guillaume Apollinaire, blessé au combat, engagé volontaire et qui va mourir de la grippe espagnole en 1918, a écrit un ensemble de 21 poèmes de guerre au printemps 1915 qui seront finalement publiés en volume dans le célèbre recueil Calligramme, qui voit le jour peu avant sa mort, donc en 1918. Mais la première édition véritable de ces 21 poèmes, en fait, s'est réalisée dans les tranchées, exactement le 17 juin 1915, et il s'agissait alors d'une petite plaquette, un format A5, grosso modo, qui portait l'adresse éditoriale fictive aux armées de la République. Ce Casse d'Armont, puisque c'est le titre de ce mince recueil, eh bien, Apollinaire va obtenir le projet, l'autorisation de le faire réaliser au front et de le vendre au front parmi ses camarades. Donc le bulletin de souscription va même exister, il est rarissime, hein, vous le voyez ici. Au départ, on avait prévu le tirage de 60 exemplaires, finalement ce sont 25 exemplaires qui vont voir le jour, réalisés sur un duplicateur stencil par 2 de ses amis et compagnons de guerre, les maréchaux des logis Lucien Baudard et René Berthier, qui, sous la vigilante contrôle de leur ami, va réaliser donc la calligraphie et l'impression du recueil d'Apollinaire. Donc ces ouvrages ont été réalisés sur un papier, vous voyez, surligné d'écolier, avec des couvertures papier bleu de cahiers d'écolier, renéotypés véritablement, avec cette encre violette tout à fait caractéristique. Alors le procédé d'impression évidemment n'était pas très au point et avait contraint les camarades responsables de l'édition de rehausser à la main certains passages, donc on le voit très bien par exemple, vous voyez sur en bas aux armées de la République, des lettres ont été repassées, donc il n'y a pas un exemplaire qui est semblable à l'autre sur les 25, qui sont devenus évidemment un trésor de la bibliophilie contemporaine, d'autant plus émouvant. Je ne pouvais achever cette partie consacrée aux livres
auprès des combattants sans évoquer la question des ouvrages envoyés aux prisonniers de guerre. C'est avec le conflit franco-prussien de 1870-71 que des centaines de milliers de prisonniers vont être dans des camps, et c'est à partir de là que va naître l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine en réponse à la détresse morale des prisonniers. On parlait de maladie des barbelés qui va sévir d'autant plus pendant la Première Guerre mondiale puisque le nombre de prisonniers va monter jusqu'à 8 à 9 millions qui sont internés désormais pour des durées très longues. Donc pour éviter leur désœuvrement intellectuel, la France, l'Allemagne vont s'accorder pour l'envoi de livres. Et durant la Seconde Guerre mondiale, où les chiffres sont encore démultipliés, c'est le CICR qui va prendre le relais en organisant un département de secours intellectuel aux prisonniers de guerre qui fut confié au bibliophile Martin Bonnemer et dont les bureaux se trouvaient en bonne partie à l'hôtel Métropole. Alors ce département, là vous avez Martin Bonnemer dans son bureau, ce département va comprendre une cinquantaine de collaborateurs, je le disais, et comme le montre cette lettre de 1941, Bonnemer établit également des rapports entre le CICR et le comité consultatif pour la lecture des prisonniers et internés de guerre dont il assumait la correspondance. Au total, entre septembre 1940 et décembre 1943, ce département de secours intellectuel va expédier plus de 850 000 livres dans les camps de prisonniers de guerre. Et à la mort de Martin Bonnemer en 1971, le président de la Croix-Rouge d'alors, Marcel Naville, pourra lui rendre cet hommage légitime en forme de bilan. Je cite, « Le service du secours intellectuel que Martin Bonnemer dirigea distribua dans les camps, d'ici la fin de la guerre, près d'1,5 million de livres. On envoyait aussi du matériel d'enseignement, de laboratoire, des objets de culte, des jeux intellectuels ou sportifs. Cette action, qui fait désormais partie de toute intervention de la Croix-Rouge, a pris naissance grâce à lui et a sauvé de la démoralisation, du désespoir ou de l'ignorance des milliers de victimes de la captivité. » Donc après cet éloge du livre comme soutien du combattant d'une manière ou d'une autre, nous allons passer au livre en guerre comme dans une première partie, le livre considéré comme proie et butin de guerre, autrement dit les livres volés. Le livre était longtemps un objet par nature unique, produit de manière lente, voire laborieuse, orné à grands frais, bref, c'était un bien cher, un bien de luxe. Pour former une solide Bible monastique, il fallait employer la peau de presque tout un troupeau d'agneaux ou de moutons, ce qui vous laisse voir en fait des enjeux économiques réels, même si le support était parfois meilleur marché. Par exemple, le papyrus. Autour du papyrus exista une guerre du papyrus. Et en dépit de l'abondance de la plante, la feuille de papyrus, dont le remploi était fréquent. Vous en avez ici un exemple avec le papyrus Bonnemer I, qui porte le texte du livre 6 de l'Iliade. En fait, ce papyrus était au départ un papyrus administratif fait par un gouverneur de province égyptien à l'époque romaine, et 50 ans après son écriture, il fut réemployé au verso pour apporter justement, servir de support au célèbre poème d'Homère, ce qui vous montre bien que la matière avait encore une durabilité et permettait donc d'être récupérée. Le papyrus, par ailleurs, était l'objet d'un monopole d'État, dépendant du bon vouloir du pharaon, notamment pour son exportation. Et Pline l'Ancien prétend que c'est justement pour s'affranchir de la tutelle des Ptolémées qu'Attale Ier, souverain de Pergame, aurait au IIe siècle développé sa propre bibliothèque concurrente de celle d'Alexandrie en utilisant une autre matière que le papyrus, le parchemin, autrement dit pergamana, la peau de Pergame, qui n'est autre que de la peau animale. L'exemple de Pergame, justement. L'usage des conquérants de se servir au gré de leur fantaisie dans les bibliothèques des pays conquis remonte à l'Antiquité. Cette bibliothèque de Pergame, vous en voyez ici le site sur l'acropole de Pergame, au sommet. Voilà la manière dont elle se représentait à l'Antiquité, et la bibliothèque était tout au sommet, près du temple d'Athéna. Les fouilles modernes ont montré qu'elle comportait 4 salles, donc une grande, probablement une salle de lecture, et 3 salles de réserve qui étaient dotées de casiers en bois contenant les rouleaux.
Le nombre de ces rouleaux, de ces livres, n'est pas connu exactement, mais c'est paradoxalement par le pillage de la bibliothèque que nous allons en avoir une évaluation. En effet, un historien nommé Calvisios, qui est par ailleurs totalement inconnu, son œuvre a été perdue, mais qui est cité par Plutarque, raconte que le général et consul romain Marc-Antoine, qui était alors totalement énamouré de la reine Cléopâtre, décida en 41 avant Jésus-Christ, pour faire pardonner les dégâts collatéraux faits à la bibliothèque d'Alexandrie par son mentor Jules César 6 ans plus tôt, Marc-Antoine donc décida d'offrir 200 000 livres sous forme de rouleaux à la reine d'Égypte, en piquant la bibliothèque de Pergame pour l'offrir à l'Égypte. Alors c'est amusant de voir que cette bibliothèque de Pergame, qui avait été créée en réponse au monopole égyptien du papyrus et au verrouillage, au blocus en fait du papyrus égyptien, eh bien du coup était utilisée pour alimenter la bibliothèque rivale d'Alexandrie. Sautons à présent dans le temps vers l'Allemagne de la Renaissance. La bibliothèque d'Heidelberg, dite bibliothèque palatine, avait été créée au début du XVe siècle et s'était développée considérablement au moment de la Réforme. En 1556, la nouvelle collection atteignait le nombre respectable de 6400 titres, dont plus de 1000 manuscrits sur parchemin ou papier. Parmi ceux-ci figuraient des pièces tout à fait capitales, comme l'Évangéliaire de Lorch, qui avait été écrit et enluminé vers 810 à la cour de Charlemagne, ou le fameux Codex Manesse, un recueil de chansons d'amour composé au début du XIVe siècle. L'ensemble avait été mis au service d'une sorte de centre universitaire réformé, dont la réputation avait grandi rapidement et qui attira de nombreux dons, notamment une partie des livres du bibliophile et Ulrich Fugger, 86 manuscrits, dont un exemplaire d'Ottfried de Wissembourg, qui était la plus ancienne œuvre littéraire en langue allemande. Et puis, patatras, arrive le début de la guerre de 30 ans, qui ensanglante l'intégrité de l'Europe et notamment le Saint-Empire. L'importance d'Heidelberg, à la fois pour le monde réformé, mais également pour la richesse de sa bibliothèque, vont désigner la ville comme une cible privilégiée de la Ligue catholique. Et le duc Maximilien de Bavière va mener la conquête de la ville et, à vrai dire, aurait bien mis la main sur la très riche bibliothèque d'Heidelberg si le pape Grégoire XV n'avait veillé au grain et n'avait mis son veto. Cette manne était réservée pour le Vatican. Et donc, à partir de décembre 1622, un envoyé spécial du pape, Leone Alacci, qui va devenir par ailleurs le futur bibliothécaire en chef de la Vatican, organise le transport de tous ces livres depuis le Palatinat en direction de Rome. Et les livres vont passer les Alpes à travers donc, les Alpes et les cols des Alpes sur le dos de 200 mulets. Pour gagner du poids, il faut trouver tous les moyens possibles. Alors, la première chose à sacrifier dans ces cas-là, eh bien, on arrache les reliures. Comme ça, plus de reliures, moins de poids à transporter, on gagne toujours ça. Et puis, comme il s'agit quand même de marquer le coup, le duc de Bavière va faire relier à neuf à ses frais de manière plus légère qu'avec les lourdes reliures médiévales certains des livres, et va apposer au contreplat un ex-libris gravé qu'il va faire pour l'occasion avec ses armes, son blason, et qui proclame en latin « Sum de bibliotheca quam Alteberga capta spolium fecit et Gregoria tropheum misit Maximilius dux Bavariae ». En d'autres termes, je suis de la bibliothèque capturée qui s'appelait jadis Heidelberg, et j'ai été envoyé par Maximilien, duc de Bavière, au pape Grégoire. Cette manière de signer un pillage était encore chose inédite à cette échelle. À cette époque, pourtant peu regardante en matière de rapine de guerre, le cas va demeurer ancré, gravé dans les mémoires. Et figurez-vous qu'on va voir ressortir l'affaire 2 siècles plus tard, lors du congrès de Vienne, en 1814-1815. Et selon une des clauses négociées, le Vatican va se voir obligé de restituer à Heidelberg tous les manuscrits de langue allemande, tandis que de son côté, la France devait elle-même en redonner 37, qu'elle avait réussi à capter lors des campagnes d'Italie. Donc vous voyez qu'effectivement, déjà à l'époque, des politiques de restitution s'imposent. Alors l'Italie, justement, et la campagne d'Italie, parlons-en. À cet égard, la politique mise en place pendant la campagne d'Italie par le jeune général Bonaparte
faisait figurer les pillages du duc de Bavière au rang de l'essai timide d'amateur. Au fur et à mesure de ses victoires, alors que les royaumes et les principautés tombaient dans son escarcelle sans coup férir, le futur empereur, sans même en référer aux membres du gouvernement du Directoire, négociait directement sur un pied d'égalité avec tous ses souverains tremblants. Les conditions d'armistice comportaient, de manière assez classique, le paiement de sommes d'argent importantes, ainsi que la livraison de vivres, de chevaux et de fournitures diverses. Mais elles présentaient aussi, et là la chose était radicalement nouvelle, la remise d'objets d'art au titre d'indemnité de guerre. Et c'est là une astuce subtile de la part de ces traités. Ils permettaient de présenter aux yeux de tous ces prélèvements de biens culturels, non pas comme de simples rapines, mais comme un paiement librement consenti en nature, en quelque sorte, pour régler une compensation de guerre. Eh bien, ce souci légaliste avait été celui de de Bonaparte en personne, qui put à la fois apaiser certaines craintes du savant Monge, qui avait été chargé de présider une commission scientifique ad hoc, afin de choisir et d'évaluer les documents qui étaient remis. En France, ce n'a pas été sans provoquer une levée de bouclier, et le peintre David, le célèbre peintre David par exemple, émit de sérieuses critiques sur le fait même, le principe de ces enlèvements. Alors il s'agissait la plupart du temps de tableaux, mais le traité signé par le pape à Bologne, en juin 1796, parlait bien, en plus d'une centaine d'œuvres d'art diverses, de la livraison de 500 manuscrits choisis librement par les membres de la commission Monge. En mai 1797, un an plus tard, le traité secret signé avec la République de Venise prévoyait 20 tableaux et 600 manuscrits. Et ce butin, finalement, fut présenté alors dans le plus pur style des triomphes antiquisants installés sur des chars ornés de guirlandes qui vont défiler à Paris en juillet 1798 entre le Muséum d'Histoire Naturelle et le Champ de Mars. Chacun de ces chars était précédé par un porteur de bannière indiquant effectivement le contenu des chars en question, et l'un d'eux était entièrement rempli de livres et de manuscrits. Alors ce genre de pillage étatique, organisé sciemment au plus haut niveau et dans plusieurs pays conquis, inaugurait en quelque sorte les dépouillements à grande échelle de l'époque contemporaine, nous le verrons dans un instant. Pour autant, il ne faut pas croire que l'artisanat du pillage militaire, le vol à petite échelle, réalisé par les soldats et les officiers, n'avait pas existé pendant les guerres napoléoniennes. En fait, il fut pratiqué avec assiduité par la Grande Armée dans tous les pays croisés. J'en prends pour preuve la seule campagne de Russie, dont l'un des témoins les plus émouvants demeure le fameux sergent Bourgogne, qui a laissé des mémoires extraordinaires, notamment sur la retraite de Russie. Avec un talent extraordinaire, il est parvenu à coucher sur le papier ses souvenirs de cette catastrophe dont il fut un témoin direct, humble sous-officier qui connaissait les affres du désespoir durant les milliers de kilomètres de cette retraite épouvantable. Et entre autres épisodes, voici ce qu'il nous rapporte à l'approche de la ville de Vyazma, dans l'oblast de Smolensk. Le lendemain, 30 octobre 1812, la route était déjà mauvaise. Beaucoup de voitures, chargées de butin, avaient peine à se traîner. Beaucoup déjà se trouvaient brisées, et d'autres, craignant le même sort, s'allégeaient et se débarrassaient d'objets inutiles. Ce jour-là, j'étais d'arrière-garde, et comme je me trouvais tout à fait en arrière de la colonne, à même de voir le commencement du désordre. La route était jonchée d'objets précieux, comme tableaux, candélabres, et beaucoup de livres, car pendant plus d'une heure, je ramassais des volumes que je parcourais un instant et que je rejetais ensuite pour être ramassés par d'autres qui, à leur tour, les abandonnaient. C'étaient des éditions de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau et de l'histoire naturelle par Buffon, reliées en maroquin rouge et doré sur tranche. Alors, la modernité galopante des deux conflits mondiaux n'invalida pas pour autant ces vieilles techniques de pillage, et effectivement, là, vous voyez ces livres abandonnés dans la neige en plein hiver russe. La chose est moins connue en ce qui concerne les pillages pour la Première Guerre mondiale, mais elle a néanmoins été réelle pour les territoires français occupés par l'armée allemande. Ne prenons que deux exemplaires. La bibliothèque de Douai, qui était riche de 100 000 volumes en 1913, sera durant la guerre touchée par plusieurs obus, d'abord allemands en 1915, puis alliés en 1918,
Mais le plus gros risque ne fut pas celui des bombardements. En fait, ce furent les captations réalisées par les occupants allemands. En mai 1917, ils exigèrent de se voir remettre 210 manuscrits au prétexte de les mettre à l'abri des bombardements. On ne les revit jamais. En février et avril 1918, de nouveau un officier allemand saisit 47 manuscrits. Le sous-bibliothécaire Louis Noël, qui surveillait les allées-venues de la soldatesque étrangère, pour reprendre ses mots, fit tout son possible pour cacher le maximum de choses, mais il fut repéré, emprisonné et condamné à une amende pour s'être opposé à l'entrée de la bibliothèque d'officiers allemands qui finalement revinrent avec des barres de fer et qui cassèrent les portes pour entrer. Bref, ce pillage de la bibliothèque de Douai se poursuivit ensuite chez les particuliers. Et je cite ici un texte de septembre 1918. « Il y avait à Douai des bibliothèques de bibliophiles. L'un de ces bibliophiles, M. le baron de Varin-Anguien, a constaté que lui on a pris, avec discernement, tout ce qui se trouvait de meilleur en fait de manuscrits, de rareté, de reliures et d'impressions anciennes. Le reste a été examiné et ce qui a été dédaigné a été jeté par terre en désordre, a parfois été lacéré ou souillé. » 94 caisses de documents revinrent après la guerre. Mais certains étaient très dégradés, certains manquaient à l'appel, et d'autres avaient même subi, chose intéressante, des opérations de maquillage. Ainsi, le bibliothécaire dont je parlais, Louis Noël, a reconnu à Paris chez un marchand deux tomes d'une Bible manuscrite du XIIIe siècle qui avaient été prises par les Allemands et dont les tampons d'appartenance avaient été grattés et lavés afin de dissimuler la véritable origine des manuscrits. D'une manière générale, beaucoup de livres vont se retrouver après la guerre dans le marché des livres anciens, notamment en Belgique, où plusieurs officiers allemands revendirent après la guerre des exemplaires manuscrits saisis dans les bibliothèques de Cambrai, de Strasbourg par exemple. Mais la plus grande razzia de livres de l'histoire fut sans aucun doute celle opérée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. On connaît bien désormais les cas de saisie de tableaux ou d'autres œuvres d'art, un pan d'histoire qui a été mis à l'honneur par plusieurs livres, plusieurs études, plusieurs films même récemment. Et on sait moins que les bibliothèques ont également été des cibles privilégiées. Bon, il faut dire que l'Allemagne nazie avait pris beaucoup d'avance et d'expérience en matière de pillage, de saisie et d'autodafé de livres. Au fur et à mesure de leur avancée vers l'Europe, les armées du Reich ont confisqué à tour de bras des bibliothèques entières, qu'elles soient publiques ou particulières. Et les bibliothèques russes, ici Tsarskoye Selo, la bibliothèque de l'empereur Alexandre, ont été livrées aux vols les plus éhontés, comme le rapporta l'Obersturmführer Forster lors de son interrogatoire après la Deuxième Guerre mondiale. Je cite: « À Tsarskoye Selo, dans le palais de l'empereur Alexandre, une bibliothèque contenant 6 à 7 000 volumes en français et plus de 5 000 livres et manuscrits en russe fut enlevée. Nous avons eu également une riche moisson dans la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Ukraine, où se trouvait un trésor de rarissimes manuscrits de littérature perse, abyssinienne et chinoise, ainsi que des chroniques de Russie et d'Ukraine et les premiers livres imprimés par le premier imprimeur russe, Ivan Fyodorov. À Kharkov, enfin, plusieurs milliers de livres de valeur dans des éditions de luxe furent saisis à la bibliothèque Korolenko et envoyés à Berlin. Le reste fut détruit. L'idéologue du Reich, un des grands idéologues du Reich, Rosenberg, mit au point un commando spécial qu'on appelait le Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, qui était un commando directement sous ses ordres, qui va écumer les collections, les bibliothèques et notamment celles des familles juives. Alors on sait bien, il s'agissait aussi bien des manuscrits enluminés de la famille Rothschild ou d'un David Weiler que les modestes livres de travail d'intellectuels, sans même parler des bibliothèques de synagogues. Si les ouvrages postérieurs à 1800 étaient rarement traités avec soin, manuscrits, incunables, éditions rares étaient en revanche soigneusement conservés. La plupart des soldats avaient du mal à distinguer une Torah d'un Homère. Et effectivement, on a des récits de soldats confondant, pensant devant un Homère être face à un livre en hébreu. Par contre, certains officiers SS de ce détachement Rosenberg étaient de redoutables spécialistes en paléographie, en philologie, dotés de doctorats divers et variés. En France, pour les seules bibliothèques de familles et d'institutions juives,
la collecte atteignit en 1943 les 550 000 livres saisis. Équipé de 150 camions et de 1000 déménageurs qui créent une sorte de département spécial appelé Action M pour les déménagements, l'Einsatzgruppe Rosenberg travaillait vite et bien. En 15 jours, les rayons des bibliothèques parisiennes privées ou publiques qui avaient été ciblés furent siphonnés. Un certain baron Kurt von Berth, qui était un ancien antiquaire, se vantait à lui seul d'avoir procédé à la vidange de 38 000 appartements à Paris seulement, pour un total de 70 000 réalisés sous son contrôle à travers la France. Disparurent ainsi la bibliothèque de Léon Blum, celle de l'écrivain Jules Romain ou de l'homme politique Georges Mandel, qui possédait 15 000 livres à lui tout seul. Le romancier et académicien André Mauroy, de son nom de naissance André Herzog, pleura ainsi ses livres, je le cite, « Dans mon bureau, les rayons que j'avais en 40 ans remplis de livres choisis avec amour sont maintenant vides. Ne trouvant pas l'homme, la Gestapo a pris la bibliothèque. » Au lendemain de la guerre, ce sont des millions de livres qui sont éparpillés à travers l'Europe dans des lieux de stockage comme celui-ci, attendant de retrouver leur propriétaire. Les tris opérés, les bibliothèques ont été fragmentées, les ventes intermédiaires, tout ne partait pas en Allemagne, il y avait des reventes à des vendeurs locaux, les regroupements dans des points de collecte rendaient cette immense mosaïque impossible quasiment à reconstituer. Conscient de l'immensité de la tâche, le gouvernement français créa en novembre 1944, au sein de la Commission générale de récupération artistique, une sous-commission chargée de la récupération des livres. Et en avril 1949, une note de service au Premier ministre indiquait « Les caisses sont arrivées par milliers. De nouvelles caisses affluent sans cesse. Le nombre de volumes identifiés, attribués et restitués dépasse 350 000, sans compter les papiers et les archives privées. Le rayonnage nécessaire au classement représente une longueur de 14 km. Au final, ce sont quelques 780 000 livres qui vont revenir d'Allemagne, et encore n'est-ce là qu'une faible partie du pillage organisé réellement par les nazis. Les notes de la documentation française donnent la mesure de l'entreprise. Le premier retour d'importance de la sous-commission dont je viens de parler provient du dépôt Fulda-Offenbach et de Francfort, soit 1700 caisses de livres, 3 trains entiers qui firent le voyage depuis l'Allemagne, portant donc ces ouvrages. Au total, ce sont 3 millions de livres qui vont être regroupés tant bien que mal par les autorités d'occupation sur l'Allemagne, après ouverture un peu au hasard, totalement au hasard, des caisses qui les contenaient, puis envoyées donc à la commission lorsqu'une provenance française était pressentie. Le tout était, il faut bien le dire, la plupart du temps dans le vrac le plus total. Je cite un témoignage de l'époque. Les chefs-d'œuvre les plus exquis, les exemplaires les plus rares, ont été enlevés pêle-mêle avec les romans policiers et les manuels scolaires. S'il y a eu à l'origine un semblant de classement, tout se trouva confondu dans la hâte de la fuite devant l'arrivée victorieuse des armées alliées au cours des transferts dans les abris bétonnés ou les mines de sel, les fameuses mines de sel qui contenaient des trésors, ici des manuscrits hébraïques, ici des tableaux et au fond des manuscrits soigneusement empaquetés. On trouva ainsi les épreuves corrigées d'un livre de Charles Baudelaire placé au milieu d'une caisse contenant des annuaires téléphoniques. Bibliothécaire de la Sorbonne et membre de la sous-commission, Jenny Delceau, qui est vraiment l'alter ego de sa fameuse collègue conservatrice du Louvre pour les tableaux, parle, je cite, d'un mélange inextricable du contenu des caisses. La même collection revenait en partie d'un dépôt resté en France et en partie de ceux de Offenbach, d'Autriche, de Tönzeberg, de Tchécoslovaquie, etc. Lorsque la sous-commission sera finalement dissoute, fin 1949, ce sont presque 400 000 volumes qui auront été restitués ou attribués sur un total de 1,1 million reçus et traités. Ça veut dire grosso modo qu'il y en a les 3/5 qui étaient demeurés sans propriétaire retrouvé. Et ce chiffre, toujours selon Jenny Delceau, ne représentait que 10% des livres réellement volés en France pendant l'occupation, qui se seraient donc montés à 10 millions d'exemplaires. Ainsi, si l'écrivain Jules Romain put récupérer ses archives, miraculeusement, il ne vit revenir de toute sa bibliothèque
que 18 livres, 18 tomes, en tout et pour tout. Le reste a disparu. Alors il ne faut pas croire que ces pratiques de pillage sont demeurées vraiment l'apanage des hordes nazies. En fait, tout le monde s'y est livré. Les troupes soviétiques, entrées en Allemagne ou dans les pays libérés de l'Europe de l'Est, ont à leur tour pratiqué une collecte à grande échelle, prétextant souvent la reconstitution de leur propre bibliothèque détruite par l'envahisseur nazi. Mais cette sélection impliqua dans certains cas des livres qui avaient déjà été volés précédemment. Ainsi, les plus de 100 000 ouvrages de la bibliothèque Tourguenieff, qui était une bibliothèque de Paris, institution publique installée rue Labuchon. En 1940, les Allemands qui sont intéressés par ce fonds slave proposent de l'acheter. Et comme la direction refuse, eh ben, ils la saisissent sans plus de formalité, les 100 000 livres qu'ils envoient en Allemagne. Ils terminent la guerre, stockés en Pologne, et l'armée rouge arrive et s'en empare. Au total, seuls 2600 livres qui avaient été séparés, on ne sait pas trop pourquoi, du lot principal, ont fini par revenir à Paris à la fin de la guerre, et l'URSS, elle, a soutenu pendant longtemps qu'elle disposait ici d'un droit de préemption qu'elle appelait le trophée littéraire. Des brigades du livre ont été formées, dirigées par la lieutenant-générale Margarita Rodomino, morte en 1990 seulement, et qui était par ailleurs la directrice de la grande bibliothèque des langues étrangères de Moscou, qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Au total, sous sa direction et celle d'autres intervenants, ce sont 10 à 12 millions de livres qui ont été raflés en Allemagne, en Pologne, etc., pour partir en Russie, et une part importante de ces livres étaient déjà des livres qui avaient été volés en Europe occidentale par les nazis. Alors avec le temps, des négociations ont été entreprises, évidemment, et quelques menues concessions réalisées. Par exemple, pour la bibliothèque Tourguenieff, la Russie a accepté, il y a quelques années, c'était plus l'URSS, c'était déjà la Russie, de restituer 118 volumes. Vous voyez qu'ils en ont encore sous le coude. Alors qu'en était-il du côté des armées françaises et américaines? Alors, on connaît tous l'action émérite en faveur du patrimoine des Monuments Men, qui ont été mis à l'honneur dans le film éponyme de George Clooney il n'y a pas très longtemps, mais tous les GI ne furent pas aussi honnêtes, et l'envie était souvent grande de pouvoir ramener chez soi un trophée de guerre ayant appartenu, surtout s'il avait appartenu à un grand responsable nazi, Hitler en premier lieu. Hitler a été un lecteur vorace, il faut l'avouer, et dans toutes les résidences qu'il a possédées, tous ses quartiers généraux, tous ses bunkers, il y avait toujours une bibliothèque montée de manière relativement anarchique, mais disons possédant des livres assez précieux, portant le plus souvent son ex-libris que vous voyez ici. Il en avait donc accumulé pas loin de 160 000 qui ont connu en fait des parcours et des destins extrêmement variés. Par exemple, les soviétiques vont s'emparer de ceux de la chancellerie, mais ce sont les Français et les Américains qui vont se partager les dépouilles de la bibliothèque du Berghof, dans l'Obersalzberg, ou la célèbre résidence d'été d'Hitler. Donc on a ici disons, le noyau de ce qui va former la bibliothèque Hitler telle qu'elle existe aujourd'hui à la bibliothèque du Congrès à Washington, qui est constituée de 1200 exemplaires assez disparates récoltés à Berlin, au Berghof et dans d'autres lieux hitlériens en fait, et qui ont été collectés par certains officiers américains et déposés à la bibliothèque du Congrès à Washington. Et puis il y a ceux qui sont restés entre les mains de simples GI, d'officiers, voire de soldats et d'officiers de la division Leclerc, qui ont été parmi les premiers à atteindre le Berghof en 1945. Ces ouvrages, on les voit repasser de temps à autre en vente aux enchères. Par exemple, il y a 2 ans, un vétéran survivant de la division Leclerc a décidé de mettre aux enchères 3 ouvrages hitlériens qu'il avait récupérés dans la bibliothèque du Berghof lorsqu'il était cantonné là-bas. Et plus récemment encore, c'est la bibliothèque du Canada, la Bibliothèque nationale du Canada, qui a décidé d'acheter cet ouvrage concernant justement, vous voyez, statistiques, presse et organisation des Juifs aux États-Unis et au Canada. Donc évidemment, la bibliothèque d'Hitler possédait un rayon spécifique sur le sujet, et là, c'est la Bibliothèque nationale du Canada qui décide d'acheter cet ouvrage en particulier. Passons-en à la 3e et dernière partie de mon intervention. Le livre détruit. Les bibliothèques comme cible et victimes de guerre. Alors, à tout prendre, on se dit parfois que le pillage a du bon, dans le sens où il a pu au moins, pour un temps,
protéger les ouvrages d'une destruction sans appel et définitive. En fait, il en a été comme du livre pour les bibliothèques. Elles ont commencé à brûler alors qu'elles étaient à peine finies d'être construites. La plus grande et la première grande bibliothèque à disparaître dans les affres de la guerre est à rechercher du côté du berceau de l'écriture, le bassin mésopotamien. Et c'est en fait Sardanapale, dont on a fait un nom honni, à tort, à vrai dire, qui a été le dernier grand roi d'Assyrie, et qui était en fait un roi non pas débauché et cruel, mais au contraire particulièrement lettré, et qui a créé dans sa capitale de Ninive une bibliothèque d'une ampleur jamais vue, contenant plus de 20 000 tablettes avec l'ensemble de la littérature akkadienne de l'époque. Il s'en targua d'ailleurs dans un texte autobiographique qui, je vous le dis par avance, stipule en gros qu'il sait lire et écrire, pas ses prédécesseurs. Je cite: « Moi, Assurbanipal, c'est son vrai nom, roi de l'univers, c'est modeste, roi d'Assyrie, à qui le dieu Nabou et son épouse ont accordé une compréhension aiguisée et la capacité mentale de saisir la lumineuse essence de l'écriture, chose qu'aucun des rois qui me précédèrent ne comprit jamais. J'ai écrit sur les tablettes le savoir de Nabou, la compétence dans les signes cunéiformes, et je les ai vérifiés. Puis je les ai déposés pour la postérité dans la bibliothèque du temple de mon seigneur Nabou, le grand seigneur qui se trouve à Ninive. » Eh bien, ces textes traitaient d'astrologie, de divination, de médecine, de magie, de mathématiques, de philosophie, de littérature, comme l'épopée de Gilgamesh, et pourtant, ils ont fini par sombrer. La capitale, Ninive, assyrienne, a fini par connaître le sort que les rois assyriens avaient réservé à tant d'autres villes, à commencer par Babylone ou Thèbes, et en 612 avant Jésus-Christ, une coalition très remontée de Babyloniens, de Scythes et de Mèdes ont fini par faire tomber la ville qui avait pourtant résisté de manière acharnée. Le propre fils et successeur de Sardanapale disparu lors des combats. Et donc, en fait, c'est pas Sardanapale qui est représenté ici comme le fait croire Delacroix, mais c'est son fils. C'en était fait de l'Empire assyrien. Le palais royal fut livré aux flammes et les plafonds s'effondrèrent sur la bibliothèque, faisant éclater les tablettes en 1000 morceaux. Mais il y a ceci d'intéressant avec l'argile, à la différence du papyrus que contenait également probablement la bibliothèque, c'est que, tel un phénix, la bibliothèque a pu ressurgir au XIXe siècle lors des premières fouilles du site. Et grâce à ces découvertes sensationnelles, on a pu avoir un accès direct à l'épopée de Gilgamesh qu'on ne connaissait pas jusqu'alors et à différents textes assyriens. Alors là, vous avez une tablette intacte quasiment. Dans d'autres cas, c'est un peu moins bien, et puis dans d'autres cas, c'est vraiment du patchwork. Donc ça dépend un petit peu effectivement de la manière dont le toit est tombé sur les tablettes. Mais au moins, elles sont là. Parmi les bibliothèques antiques, Alexandrie se taille évidemment la part du lion. Mais il y avait d'autres sites qui ont connu moins de prestige, mais qui étaient néanmoins tout à fait des sites importants. Ainsi en a-t-il été de la bibliothèque de Celsus, dans la ville d'Éphèse. Construite à partir de 117, elle accueillait en fait des rouleaux au nombre de 12 000 grâce au geste du gouverneur de la ville qui avait payé le bâtiment et également l'achat des ouvrages. Des placards en bois encastrés dans les murs avaient été prévus pour ranger les volumes, et cette bibliothèque d'Éphèse occupait le 3e rang des plus grandes bibliothèques du monde antique, après celle d'Alexandrie et celle de Pergame que nous avons déjà évoquées. Voilà qu'en 262, sous le règne de l'empereur Galien, déferlent les Ostrogoths, qui sont des gens peu éduqués. Et ces peuples, quelque peu primitifs, mais méthodiques, vont se livrer, selon le chroniqueur Jordanès et l'histoire Auguste, à un pillage consciencieux de la ville, pillant et incendiant tous les bâtiments majeurs de la cité. Le temple d'Artémis va disparaître dans les flammes, ainsi que l'intégralité du contenu de la bibliothèque, mais curieusement, la façade va rester plus ou moins intacte, ce qui permettra sa restauration à titre d'église au 5e siècle, et ce qui fait aussi qu'on peut aujourd'hui l'admirer. C'est la seule bibliothèque antique dont on a possédé encore le bâtiment. Alors, Alexandrie. Alexandrie, une chose est sûre, on sait qu'elle a été détruite. Mais par qui et quand? Alors là, les choses se compliquent. Les suspects sont nombreux et les époques varient. En réalité, plus que de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, il faudrait mieux parler des destructions de la bibliothèque d'Alexandrie. Observons le classement des coupables préférés des historiens au cours des siècles.
Numéro 1, César. Ah oui, on prête qu'aux riches, évidemment. Après sa victoire durant la bataille de Pharsale, le consul romain poursuit son vieil ennemi Pompée jusqu'en Égypte. Mauvais calcul de Pompée, à peine arrivé en Égypte, Ptolémée XIII, dont il pensait avoir le secours, le fait décapiter pour complaire au consul César victorieux. César, arrivant à Alexandrie, n'est pas très content de la chose, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, parce qu'il aurait bien aimé régler la chose lui-même, et qu'un étranger en plus décapite un Romain, ça lui plaisait moyennement. Donc du coup, il décide de se livrer à une guerre pour détrôner Ptolémée XIII, d'autant qu'il soutient comme ça la cause de Cléopâtre dont il est tombé amoureux. Vous y retrouvez? Alors, dans ces opérations, évidemment, il y a toujours des dégâts collatéraux. On veut incendier la flotte du pharaon Ptolémée qui est au port, oui, mais voilà, le feu se propage, mais selon une tradition rapportée par Plutarque, Suétone et Aulugélé, le feu à la bibliothèque. Oui, mais voilà, quelle bibliothèque? Et pourquoi serait-elle aussi près du port alors qu'on sait que sa position était totalement haute dans la ville? Alors en fait, les historiens modernes ont apporté des nuances à cette histoire, et notamment grâce à une citation de l'historien antique Dion Cassius. Certes, lui aussi mentionnait un incendie, mais il parlait uniquement de dépôts, je cite, de blé et de livres. Donc en fait, il semble bien que cet incendie de César ait concerné des stocks de dépôts de livres destinés à l'exportation et qui étaient entreposés au port en attente justement de partir. Donc c'est quand même 40 000 à 70 000 rouleaux de papyrus, mais en tout cas, ce n'est pas la bibliothèque elle-même, mais on a toutefois vu que Cléopâtre avait su exploiter habilement le remords romain pour permettre la saisie d'une bonne partie de la bibliothèque de Pergame grâce à Marc-Antoine. Vous voyez, hein, elle sait mener sa barque et ses affaires. Alors, deuxième coupable possible, les armées arabes. En 642, l'Égypte, encore byzantine jusqu'alors, est envahie par les troupes du calife Omar et devient terre d'islam. S'étant emparé de la cité, le général Ammar ibn Halas aurait demandé à son maître que faire de tous les livres entassés soi-disant dans la bibliothèque à ce moment-là. Ce à quoi le calife aurait répondu « Jette tout à l'eau. Si leur contenu indique la bonne voie, Dieu nous en a donné une meilleure encore, avec le Coran. S'il indique la voie de l'égarement, Dieu nous en a préservé. » Bonne philosophie. Et ainsi aurait péri la bibliothèque. Oui, mais voilà. Curieusement, les sources entre le 7e siècle et le 13e siècle ne mentionnent pas du tout cet épisode qui apparaît tout à coup comme ça en 1203, et non pas du côté occidental, mais chez deux historiens arabes, Ibn al-Latif al-Baghdadi et Ibn al-Kifti. Alors certains ont pensé que cette histoire en fait était déjà colportée depuis quelque temps chez les croisés, mais en réalité, il semble bien que ces deux historiens l'aient élaborée pour des questions géopolitiques purement contemporaines et propres au monde musulman. Donc la légende a eu beaucoup de succès en terre d'islam, à tel point que l'historien Ibn Khaldoun l'a même reprise avec le même calife Omar, mais appliquée à un autre général, concernant la ville de Ctésiphon en Perse, qui avait été prise à la même époque au 7e siècle. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une histoire multiple et qui peut être adaptée à différentes situations. En réalité, lorsque les Arabes arrivent à Alexandrie au 7e siècle, à mon sens, il y a sans doute beau temps que la bibliothèque antique a disparu. Et il est possible que le troisième coupable soit enfin le bon. Il s'agit de l'évêque et patriarche Théophile d'Alexandrie, que vous voyez représenté ici, tenant un livre et en train de piétiner un bonhomme qui est en fait le dieu Sérapis d'Alexandrie. En fait, ce bon évêque, Théophile d'Alexandrie, a décidé d'appliquer Manu Militari, l'édit de Théodose, qui proclamait la religion chrétienne, religion principale, en faisant prendre d'assaut le temple de Sérapis, le Sérapéum d'Alexandrie, et il a tout fait raser, comme d'ailleurs le temple de Mithra. Donc, durant ces affrontements très violents entre les chrétiens fanatiques et les derniers représentants du paganisme, n'oubliez pas que ces heurts se solderont aussi par la mise à mort atroce de la philosophe Hypatie, qu'on a souvent présentée comme la dernière philosophe païenne en 415, et bien il est possible que dans ces années 1390-415, la bibliothèque, qui était sans doute à ce moment-là encore la dernière relique de la culture gréco-latine, ait fini à ce moment-là par sombrer, et c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi qu'on perd son évocation dans les sources d'époque. Depuis ses débuts flamboyants, si je puis dire, l'histoire de la destruction des livres s'est poursuivie avec une grande régularité au cours des siècles, et pas toujours de la faute des barbares ignorants. Alors certes,
les hordes de vikings déferlant sur les rivages anglais, irlandais ou français pour fracasser avec allégresse les livres des monastères et les crânes des moines qui les avaient enluminés, tout ça c'est très bien. Et l'abbaye de Tours, par exemple, que les Dracards atteignaient en remontant la Loire, fut ainsi ravagée 6 fois consécutives en moins de 50 ans pendant le 9e siècle. Donc c'était même plus la peine de refaire les livres parce que de toute façon ils étaient brûlés directement derrière. En Irak, dans le califat, c'est l'arrivée des hordes moghols qui va sonner le glas des maisons de sagesse, ces bibliothèques, instituts de recherche, où pendant des siècles, on avait préservé, traduit, commenté l'héritage des auteurs grecs et qui conservaient notamment la pensée d'Aristote, Platon ou Hippocrate, que l'Occident avait totalement oublié. Eh bien, tout fut anéanti un jour de février 1258, lorsque tomba la cité capitale du califat. Alors que la population était passée au fil de l'épée, y compris le calife, al-Mustazim, le Baï al-Hakmia, qui était la maison de la sagesse, fut pillé et son contenu jeté dans le Tigre. Traités philosophiques, livres d'art, de poésie, d'histoire, ouvrages scientifiques ou mathématiques, tout y est passé, et la légende veut que lorsque s'acheva enfin le saccage, le Tigre, le fleuve Tigre, était devenu noir d'encre. Dit la légende. Alors, quelques exemples demeurent frappants dans cette histoire mouvementée de la période médiévale et du début de la période moderne, où les livres étaient paradoxalement plus rares que durant l'Antiquité. Ainsi, Constantinople. Constantinople va s'effondrer le 29 mai 1453, mettant ainsi un terme définitif à cette entité millénaire qui s'appelait encore l'Empire romain. Elle n'était depuis longtemps que l'ombre d'elle-même, et l'ultime empereur Constantin XI ne régnait guère que sur les murs, les fortifications de la ville et quelques 50 000 habitants. De toute manière, cela faisait beau temps que la ville était désertée par ses livres, puisqu'en fait, au moment du triomphe ottoman, il y avait déjà eu 2 siècles plus tôt ce saccage de la 4e croisade. Donc ceci, les chevaliers de la 4e croisade avaient retourné leur épée contre l'empire orthodoxe byzantin et durant un sac de 3 jours, en 1204, avaient liquidé les trésors byzantins, les soudards étant plus intéressés par les ciboires et les reliquaires que par les livres. Et tandis qu'Andrea Dandolo, qui accompagnait l'expédition, qui était le doge aveugle de Venise, ricanait devant la perte, c'est le cas de ce que montre ce tableau du XVIe siècle, devant la perte donc de la ville byzantine, et bien effectivement les ouvrages terminaient à l'eau, jetés dans le Bosphore. C'est ce que montre cette illustration tirée d'une histoire de France. C'est pas la plus belle page de l'histoire de France en l'occurrence, puisqu'effectivement c'était bel et bien des chevaliers français qui précipitaient ainsi les trésors de la littérature grecque et latine. Alors il ne faut pas croire pour autant que les Ottomans n'ont rien gardé sur la conscience, parce qu'on leur doit la dispersion d'une des plus importantes bibliothèques de la Renaissance, cette fois-ci, donc un peu plus tard, la Corvignana. La Corvignana, c'était un exemple d'un ensemble de 2000 volumes manuscrits, pour un total de 4 à 5 000 titres, qui avait été recueilli à Buda par le roi de Hongrie, Matthias Corvin, qui avait régné entre 1458 et 1490. À sa mort, la bibliothèque était la 2e d'Europe après la Vatican et impressionnait tous les grands princes bibliophiles, y compris Laurent le Magnifique, qui savait de quoi il parlait. Voici, pour vous donner une idée, quelques-uns des exemplaires qui ont été sauvés, qui vous donnent une idée du brio de ces manuscrits absolument extraordinaires, qui la plupart étaient des textes latins ou des traductions en latin de textes de différentes langues. Toujours aux armes du roi de Hongrie, que vous voyez figurer en bas de page, avec des décors absolument somptueux et des reliures identiques. À peine le roi était-il mort, que son fils et successeur avaient commencé à vendre les livres. Et donc il avait fallu que la diète locale lui rappelle que son père voulait que la bibliothèque demeure intangible, et une ordonnance stipula que la bibliothèque était une bibliothèque nationale. C'est la première bibliothèque nationale d'Europe. Oui, mais malheureusement, il y avait les Ottomans, justement. Et Soliman le Magnifique porta son dévolu sur la Hongrie afin d'étoffer son empire au début du XVIe siècle. En 1526, après la prise de la ville de Buda, le sultan ordonna de tout brûler, hormis le palais royal. Raison invoquée par les chroniqueurs turcs, je cite, «
Comme il y résidait, il ne jugea pas convenable de l'incendier. C'est très pragmatique. Hein. Malheureusement, ce pragmatisme ne s'appliqua pas aux livres de la Corvignana qui furent livrés à la destruction. Pour citer une source contemporaine, je cite, « Ils les mirent en pièces pour certains ou les dispersèrent pour d'autres usages après en avoir arraché des reliures, les ferrures d'argent qui les ornaient. » Certains exemplaires ont pu être soustraits par des soudards plus avisés qui trouvaient qu'il y avait un moyen de revente, et donc on les vit surgir sur les bazars d'Istanbul avant de se disperser peu à peu à travers le monde. Aujourd'hui, sur les 2000 et quelques volumes connus, répertoriés de la Corvignana, on n'en connaît plus que 216 qui sont aujourd'hui éparpillés dans 48 bibliothèques de 14 pays, dont 52 en Hongrie quand même, c'est un juste retour des choses. Alors il ne faut pas croire que le bassin méditerranéen ou l'Europe ait été le seul lieu de la destruction des bibliothèques. À l'autre bout du monde, il se passait exactement la même chose. Lorsqu'Hernán Cortés débarque sur les côtes du Mexique en 1519, il n'emportait pas beaucoup de livres avec lui, hein. Des canons et des fusils lui suffisaient. A l'inverse, lors du deuxième contact qu'il eut avec les Aztèques, on lui remit de nombreux cadeaux en or, mais également 2 livres, figurez-vous, je cite, tels que les Indiens en ont. Autrement dit, des livres dépliants, les porello, confectionnés à partir de feuilles de ficus martelées. Si beaucoup de ces codex ont disparu dès les premiers temps de la conquête espagnole, c'était probablement moins une volonté explicite de Cortés que par la force des choses. Il y a toujours un manuscrit qui traîne quand on brûle un temple ou un palais. Mais les choses ont changé considérablement avec l'arrivée de vrais professionnels. J'ai nommé les évêques de la Sainte Inquisition et de l'Église catholique. Entre 1536 et 1543, Juan de Zumárraga, évêque de Mexico, a liquidé tous les livres sacrés qu'on appelle les Tonal-Amatl, encore disponibles à travers le pays. En 1529, il rassemble la plus grande bibliothèque aztèque et les archives de l'Empire sur la place du marché de Tlatelolco pour former une montagne, disent les témoins, de milliers de pages qui fut brûlée au rythme des chants de psaumes. Comme l'a bien dit Xavier Polastron, que je citais déjà tout à l'heure, dans cette guerre de conquête et de colonisation, le conquistador est là pour tuer et prendre, le religieux est là pour effacer. L'évêque remplit sa mission tout en satisfaisant son désir conscient de détruire la mémoire et l'orgueil des autochtones. Alors ce que vécurent les Aztèques a été également affligé aux descendants des Mayas. Le célèbre évêque Bartolomé de las Casas, dont on parlait tout à l'heure, le grand apôtre des Indiens durant la controverse de Valladolid, a également détruit avec acharnement tout codex indigène qu'il considérait, je cite, comme œuvre du démon. Même obstination chez son collègue franciscain Diego de Landa Calderón, qui était entré parmi les premiers au Yucatan. Il avait appris les glyphes mayas, et pourtant, il n'éprouva aucun remords à éradiquer ce patrimoine, racontant d'ailleurs dans son livre « Relation des choses vues au Yucatan », je cite, « Nous leur trouvâmes un grand nombre de livres écrits avec ces lettres, et comme il n'y avait aucun de ces livres où il n'y eut des superstitions ou des mensonges du démon, nous les brûlâmes tous, ce qui les impressionna grandement et leur causa du chagrin. » Oui, ça on peut comprendre. Vers la fin du XVIe siècle, en fait, après de telles entreprises, le résultat était quasiment atteint. Il n'y avait plus de livres autochtones, aztèques ou mayas. En 1576 déjà, Garcia de Palacio parlait en parlant des Indiens de Copan, au Honduras, je cite, « Ils n'ont pas de livres maintenant sur leurs antiquités. Je crois même qu'il n'y a plus qu'un seul livre, et c'est moi qui l'ai. » En 1590, le jésuite José de Acosta renchérit. Les Indiens ne furent pas les seuls à déplorer cette perte de leurs livres, sincèrement regrettée par de nombreux Espagnols qui auraient voulu en apprendre plus sur les secrets du pays. Bon retour, mais trop tard. À l'autre bout du monde, pas de répit non plus pour les livres en terre de l'Empire du Milieu. Prenons un seul exemple. La première encyclopédie du monde, le grand canon de l'empereur Yongle, commandé en 1403 par une commission de plus de 2000 savants, ce projet pharaonique déboucha 4 ans plus tard seulement, ce qui est quand même assez extraordinaire, sur la remise de 23 000 rouleaux répartis en 11 000 volumes pour un volume total de 40 mètres cubes. Ça, c'est une encyclopédie. À savoir quand même qu'étaient conservés, compilés 8000 textes anciens de belles lettres, médecine, histoire, religion, technique,
dépassant les 370 millions d'idéogrammes. À savoir que, j'ai regardé, ce nombre n'a été dépassé par une encyclopédie qu'en 2007, et cette encyclopédie, elle s'appelle Wikipédia. Alors évidemment, une entreprise aussi gigantesque, vous pensez bien que l'exemplaire est resté unique. Il était au sein de la bibliothèque interdite, la bibliothèque impériale de la cité interdite. 2 copies, mais nettement plus courtes, amputées de beaucoup de choses, ont été établies en 1557 et 1567, et Dieu merci, parce que l'original a fini par disparaître lorsque la cité interdite a été prise d'assaut lors de la révolte contre la dynastie Ming et la disparition de la dynastie Ming au milieu du XVIIe. Mais il était dit de toute façon que cette encyclopédie disparaîtrait parce qu'il y a eu des amputations des copies successives et la fin est arrivée lors de la guerre des Boxers en 1900. Les exemplaires, les 2 exemplaires avec leurs lacunes donc, étaient conservés pour leur malheur au sein de ce qu'on appelait la forêt des pinceaux, c'est-à-dire l'Académie impériale, dont les bâtiments étaient à quelques mètres seulement de l'ambassade britannique, devenue la place forte des diplomates et des expatriés occidentaux assiégés par les Boxers. Dans les combats acharnés, l'Académie prit feu et brûla, je cite, comme de la madoue. On n'a jamais trop su si c'était les Occidentaux ou si c'était les Chinois, évidemment, chacun se renvoyant là-bas. Du coup, de ce fameux Yongle d'Adian, donc l'encyclopédie de Yongle, n'a subsisté qu'environ 400 rouleaux sur les 11 000, soit 3,5% de ces 40 mètres cubes. Et aujourd'hui, effectivement, ils sont dispersés à travers le monde. 60 à Taïwan, 50 en Angleterre, 40 à Washington. Et très récemment a été lancé un projet pour tenter de numériser et de rassembler ce qui peut l'être encore. La situation n'a pas été très meilleure du côté de l'Empire du Soleil levant. Alors la cour de l'époque Heian possédait donc au Xe, XIe siècle de somptueuses bibliothèques d'ouvrages écrits sur des papiers washi. Alors des bibliothèques en bois avec des murs en papier contenant des ouvrages en papier, je vous laisse imaginer effectivement le feu de joie qui pouvait être celui de ces bibliothèques. Alors il existait des samouraïs bibliophiles et par exemple le daimyo Ishoju Kayanoshi, qui vivait au XVe siècle et qui a été un des régents de l'Empire, avait une magnifique bibliothèque et avait lui-même écrit des commentaires du Genji Monogatari, du Ise Monogatari et des ouvrages historiques. Il jouissait, je cite d'après une chronique ancienne, jouissant de ses 26 enfants, belle famille aussi, et d'une bibliothèque richissime, vaste dépôt de toute l'histoire et de la littérature du passé, il paraissait à ses propres yeux invulnérable et à l'abri des vacillements du destin. Oui, mais voilà, en 1467 se déclenche une guerre civile, dite la guerre d'Onin, une querelle entre 2 puissants clans va mettre Kyoto à feu et à sang. Kayanoshi est obligé d'abandonner son château et de fuir avec sa famille, et la suite, il la consigne lui-même dans son journal intime, ce qui est un témoignage assez exceptionnel du XVe siècle japonais. En très peu de temps, une colonne de fumée s'éleva, et l'endroit, le palais donc, fut bientôt dévasté. La bibliothèque échappa aux flammes, sans doute parce que le toit était en tuiles, et les murs en terre. Vous voyez la précaution qui avait été la sienne. Mais des brigands du voisinage s'y précipitèrent, supposant qu'il y avait de l'argent ou des objets de valeur, et ils eurent tout fait d'enfoncer la porte et de disperser des milliers de volumes. Pas un seul des livres japonais ou chinois, transmis dans ma famille depuis 10 générations, ne fut sauvegardé. Alors après ces bûchers exotiques, revenons-en à la vieille Europe, à l'orée des âges contemporains. Alors je ne vais pas aborder la question des destructions liées à la Révolution française, puisqu'il s'agit de troubles intérieurs. Mais il faut quand même dire que la Révolution française a mis sur le marché des centaines, des millions de livres, des centaines de milliers, des millions de livres qui venaient des bibliothèques de monastères, des bibliothèques aristocratiques saisies. Et donc il y a eu un rush extraordinaire de livres qui étaient presque dans le caniveau dont plus personne ne voulait. Un des bibliophiles les plus acharnés à protéger ce patrimoine avait acheté 5 maisons dans Paris uniquement pour y ranger les livres qu'il achetait. Ses héritiers ont été très contents. Et quand la mise en vente a eu lieu, en fait, ça a provoqué un krach général de la librairie d'Ancien dans les années 1820-1830. Alors, sans parler de ces aspects, vous savez que Lavoisier, le chimiste condamné par le tribunal révolutionnaire, s'était entendu dire la République n'a pas besoin de savants. Eh bien, en revanche, elle avait besoin de livres, mais d'une manière un peu particulière. Les vieux bâtiments d'église ou de monastères aux murs lépreux furent bientôt jugés
utile pour récupérer et cuire du salpêtre, qui était l'ingrédient indispensable à la poudre noire pour les fusils et les canons de la République. Ainsi, en 1794, on installa dans la ci-devant abbaye de Saint-Germain-des-Prés, donc à Paris, une salpêtrière avec un grand réservoir dans la nef, une forge dans le cloître et un dépôt de charbon dans le palais abbatial. Et pour chauffer tous ces fours, le combustible était tout trouvé. C'était la bibliothèque. Donc au mois d'août 1794, peu après la chute de Robespierre, la majeure partie des 50 000 imprimés et des 7 000 manuscrits de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés étaient déjà partis en fumée. Alors, il y a eu quelques rescapés récupérés à coups de piécettes, notamment par le secrétaire de l'ambassade de Russie, Pierre Dubrovski, qui ramena des trésors bibliophiliques à la Grande Catherine. Autre emploi guerrier pour les livres, les gargousses. Alors les gargousses, c'est des sortes d'enveloppes dans lesquelles on versait la poudre noire et qui en fait sont des sortes d'ancêtres de la cartouche moderne métallique, si vous voulez. On fourrait tout ça avec la balle et puis ça partait très bien. Et bien pareil, on va utiliser le papier des livres, vu que le papier est rare, on va arracher les pages. Et en 1798-1799, on va tirer du dépôt des cordeliers 15 000 ouvrages in folio, parce que les livres grand format étaient les préférés des armuriers. C'était plus simple de confectionner les gargousses avec. Au château de Sceaux, qui était la propriété des ducs de Penthièvre, on optimise encore davantage. On détruit les lieux, on récupère le plomb des toitures pour en faire des balles, et on utilise les livres de la bibliothèque pour faire des cartouches. Et rien ne se perd, tout se fait. Les bouleversements postérieurs de la guerre napoléonienne vont également affecter les bibliothèques au niveau européen. Par exemple, durant la retraite de Russie et l'incendie de Moscou, c'est la bibliothèque du comte Alexei Mouzin-Pouchkine qui va être réduite en cendres. Dans son palais figurait notamment le seul manuscrit connu du dit de la campagne d'Igor, qui est le plus ancien récit littéraire de langue slave. Dieu merci, le comte en avait publié une édition en 1800, c'était la prévoyance. 12 ans plus tard, le manuscrit, ma foi, disparaissait. Mais le sort fut pour une fois équitable. Et l'ogre, Napoléon donc, dut lui aussi connaître la perte de ses livres. Non pas ceux de ses palais impériaux, mais les fameuses bibliothèques portatives dont on parlait tout à l'heure. Durant la retraite de Russie, le 17 novembre 1812, à un moment de panique, il ordonna la destruction de ses papiers, livres, cartes et bagages, afin d'éviter de les voir tomber aux mains des Cosaques. Alors ça n'empêcha pas, quelques livres quand même, de passer dans les mains des Russes, et on a retrouvé certains de ces miraculés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Moscou. Il avait emprunté pour cette bibliothèque sur la voie de la Russie des livres à la bibliothèque de Saxe. Et en fait, la disparition des livres saxons va être une grande cause de remords chez l'empereur, et il va charger son bibliothécaire Barbier, dont on parlait tout à l'heure, de les remplacer pour les envoyer à Dresde. De toute façon, ils auraient brûlé en 1945. Donc finalement, c'est mieux que la chose ne se soit pas passée. Et pourtant, Barbier d'abord, puis le fils de Barbier ont été extrêmement attentifs à cette exécution, puisque son fils, au bibliothécaire, a encore proposé à Napoléon III en 1858 d'honorer cette vieille dette bibliophilique à l'égard de la Saxe. Ça ne s'est finalement jamais fait. Rebolote, en 1815, Napoléon, après la bataille de Waterloo, abandonne ses voitures, son landau, qui est plein de décorations de souverains, de légions d'honneur, avec 300 000 francs serrés quand même sous les sièges, et puis également les fameuses bibliothèques. Donc voici un ouvrage qui est passé en vente chez Sotheby en 2008, et qui fait partie donc des ouvrages saisis après la bataille de Waterloo. Donc beaucoup sont allés aux Prussiens, notamment à Blücher, d'autres sont arrivés entre les mains de Wellington, et d'autres enfin aux mains d'officiers ou de soldats. On les voit ressurgir de temps à autre sur le marché. En ce qui concerne la France, une des destructions méconnues mais très importantes, ce sont celles des bibliothèques de Paris durant la Commune. Alors vous savez que la Commune avait refusé de livrer les canons parisiens aux Prussiens, et donc le gouvernement légitime versaillais a ensuite livré une bataille féroce, un siège, puis ensuite vraiment une entreprise d'extermination. Les premiers incendies ont été dus justement aux boulets envoyés par les armées versaillaises depuis l'extérieur de la ville. Et donc le ministère des Finances enflamme avec toutes ses archives, c'est le 22 mai 1871. Et puis il y a eu des maisons de particuliers aussi qui ont été détruites, et notamment celle que vous voyez derrière moi. C'est la maison, l'hôtel particulier du grand romancier Prosper Mérimée, qui était décédé quelques mois plus tard sur la Côte d'Azur, frappé au cœur par la chute du régime impérial, et ça lui a au moins évité
d'assister à la disparition de son logis, avec à l'intérieur toute sa bibliothèque, les livres offerts par ses amis, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on ne trouve aucun livre avec un envoi autographe de Hugo, de Gautier à Mérimée, ils n'existent plus, ils ont été détruits. Et une bonne partie des manuscrits de Mérimée également a terminé ce jour-là, au printemps 1871. Et puis dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, c'est le jour du grand apocalypse. Les obus versaillais sont sans doute responsables de l'incendie du Conseil d'État et du Palais de Justice, mais c'est bien les communards et les pétroleuses, leurs épouses, qui frappent les symboles de pouvoir que sont le Palais des Tuileries et l'Hôtel de Ville. Alors ces bâtiments politiques étaient des cibles, mais ils étaient également des bibliothèques. Les Tuileries, c'était 80 000 ouvrages curieux, rares, à riche reliure, et selon Georges Bell, qui était un témoin de l'époque, je cite, « Que de merveilles! Les éditions les plus magnifiques, les exemplaires les plus beaux étaient là, soigneusement conservés, et on ne les confiait pas à toutes les mains, même pour les examiner un instant. Plus d'un bibliophile célèbre a dû faire le pied de grue pour attendre le conservateur, ça c'est bien ça, qui ne se saisissait jamais des clés dans lesquelles étaient enfermées ces raretés. Il y a là des livres d'heures en luminure et des dessins qui avaient dû épuiser le talent et la patience des artistes qui avaient consacré toute une existence à faire un seul livre, commandé par un souverain. Alors on a perdu effectivement ces ouvrages, on a perdu également les manuscrits de l'académicien Coltet, qui avait fait une grande vie des poètes, aujourd'hui perdus, et certains inventaires ont pu être faits dans les années suivantes. Vous voyez l'exemplaire ici, l'inventaire de la bibliothèque du Louvre de Louis Paris en 1872, qui nous permettent d'avoir des renseignements ténus. Je les ai utilisés très longtemps quand j'étais conservateur chez Jean-Paul Marly-Muller, parce qu'effectivement, il y a des renseignements qu'on trouve nulle part ailleurs, mais c'est souvent quelques lignes, tout ce qui reste en fait de ces manuscrits totalement disparus. Le conseiller municipal de Paris, Gilles, s'insurgea, je cite, contre ces misérables poussés par l'instinct de la destruction, qui avaient anéanti en quelques instants le trésor le plus rare, le plus irréprochable peut-être, le plus sensible au cœur des vrais Parisiens, l'Hôtel de Ville, que vous avez en ruine derrière moi. 120 000 exemplaires, quand même, ont disparu dans cet incendie, dont le missel de Juvénal des Ursins, un manuscrit du XVe siècle, qui venait d'être acheté pour le prix record de 36 000 francs or. Alors il y a eu une dénonciation unanime de ces incendies, relayée d'ailleurs très fortement par le monde des arts et des lettres, et en fait un seul nom s'est dressé alors contre ce lever de bouclier, Victor Hugo, qui était encore en exil. Et il a écrit un poème charge qui s'appelle « À qui la faute ?», qui sera inclus dans le recueil L'année terrible, publié en 1812. Voici le début et la fin. Donc c'est un dialogue entre Hugo et un communard. « Tu viens d'incendier la bibliothèque ? Oui, j'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï, crime commis par toi contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler. Ce que ta rage impie et folle ose brûler, c'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, hostile au maître, est à ton avantage. Le livre a toujours fait tes causes pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Ouvre un livre. Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante, ou Shakespeare, ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi s'éveille. Ébloui, tu te sens le même homme que tous. Tu deviens, en lisant, grave, pensif et doux. Ta haine, il guérit. Ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi, c'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison, dissipant tout délire. Et tu détruis cela, toi? Je ne sais pas lire. Dernière ligne du poème. Voilà, l'affrontement effectivement entre l'intellectuel et l'homme du peuple qui effectivement a réagi contre les symboles du pouvoir. Alors, cette brutalité qui pointe au XIXe siècle à grande échelle, hein, c'est l'échelle, vous voyez, qui est très intéressante, va se manifester également durant les deux guerres mondiales, et je vous rassure, après, j'en termine. L'un des exemples les plus frappants durant la Première Guerre mondiale fut sans doute une bibliothèque non pas française, mais belge, la Bibliothèque catholique de Louvain. Le 25 août 1914, 5 jours après l'entrée des troupes allemandes dans la ville, des fusillades éclatent, laissant penser à l'action de francs-tireurs. En réalité, ce sont des soldats allemands qui tirent sur des soldats allemands, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ça va avoir quelques conséquences redoutables, puisque du coup, le commandant de la place décide de fusiller 250 personnes en guise de représailles et d'incendier 1500 habitations.
Et puis la bibliothèque, pendant qu'on y est, parce que dans l'enthousiasme, hein, voilà. Donc cette bibliothèque qui a été fondée au XVe siècle, en 1426, la bibliothèque de l'université, abritait ce jour-là 300 000 volumes accumulés depuis le XVe siècle et qui vont partir en fumée, imprimés, manuscrits médiévaux, tout va partir. Et l'annexe de la halle, qui abritait à elle seule 1 millier d'incunables et des centaines de manuscrits médiévaux, va également finir de connaître le même sort. On y perd l'exemplaire original de l'anatomie de Vézal, qui finit, je cite, dans un énorme tas de papier brûlé, y compris la charte de fondation. Nous y retirâmes des cendres encore chaudes que les fermoirs en cuir des vieux in-folio. Et le lendemain, au sein de ces ruines fumantes que vous avez devant les yeux, dans une ville réduite en cendres, une main inconnue déposa un panneau qui disait « Ici finit la civilisation allemande ». En France, la liste des pertes, elle est longue. À Arras, ce sont 50 000 imprimés anciens qui partent en fumée en 1915, les manuscrits ayant pu être sauvés à temps. Mais attardons-nous un moment sur la bibliothèque bénédictine de Saint-Miguel, dont nous présentons un exemplaire dans l'exposition. Après le drame de Louvain, pour contrer les accusations de barbarie proférées par la presse alliée, les Allemands ont décidé de mettre au point une mission de protection des biens culturels en danger dans les zones qu'ils occupaient. C'est assez fondamental, assez novateur. À Saint-Miguel, c'est un jeune conservateur, Keune, qui était par ailleurs conservateur de musée, qui va être en charge donc de la protection de ces ouvrages de la bibliothèque de Saint-Miguel. Il réalise bien sa tâche. Il a déjà enlevé tout ce qui est manuscrit quand, en 1915, le front bouge et un tir de barrage français touche la grande salle. On voit d'ailleurs le trou dans le plafond, là. Et en fait, les obus vont éclater à l'intérieur de la salle, envoyant des shrapnels qui vont déchiqueter les ouvrages. Et donc, vous en avez ici une bonne illustration. Vous voyez, on voit très bien le shrapnel, l'éclat qui est venu cisailler complètement le dos à grande vitesse. Et ça se voit également fort bien sur l'exemplaire qui est en exposition en bas. Alors la Seconde Guerre mondiale, elle, ça va être la même chose, mais en pire, s'il était possible de le faire. Rien qu'en France, on estime que 21 bibliothèques publiques ont été entièrement détruites, occasionnant, rien qu'avec ça, la perte de 2 millions de livres. Au Mont Cassin, en Italie, c'est la guerre qui se porte dans la bibliothèque réellement. Le Mont Cassin a été fortifié par les troupes allemandes pour servir de verrou et en tentant de contrer l'avancée des troupes alliées vers le nord de l'Italie. Cette bataille atroce a coûté la vie à 74 000 hommes et a vu également la destruction complète du monastère du VIe siècle et de sa bibliothèque qui remontait à la même époque. Là, vous avez une vue qui date de début 1945, quelques mois après les combats, et qui vous laisse pantois, parce que le monastère a été écrasé sous les bombes, en fait, sous les bombardements. Mais je voudrais m'attarder aussi un instant sur les bibliothèques anglaises, parce qu'on n'a pas parlé encore de l'Angleterre, celles qui durent affronter le Blitz et tous les bombardements continus qui ont été imposés au pays par Hitler et Göring dans le but de casser la résistance des Britanniques. Les bibliothèques ont payé un lourd tribut, et cette photo très célèbre de la bibliothèque de Holland House, prise le 22 octobre 1940, demeure un symbole fort à la fois du patrimoine livresque en détresse et du flegmatisme anglais. Jusqu'à la fin de la guerre, les dégâts vont continuer. En avril 1941, c'est la bibliothèque de la Royal Commonwealth Society qui est touchée de plein fouet lors d'un raid important par une bombe de 2 tonnes, rien de moins. Vous voyez que la bombe est rentrée par le toit, elle a éclaté à l'intérieur, les vitres évidemment ont été soufflées vers l'extérieur, l'incendie a marqué la façade. On va déplorer 2 morts dans le bombardement et la perte de 40 000 livres sur une collection de 260. Le concierge retrouvera même une bombe non explosée, dont voici la tête qui est restée intacte au milieu de l'incendie. Donc c'est quelque chose que notre concierge n'aura pas affronté, on est très heureux pour lui a priori. En février 1944, donc oui, on est 4 ans après le vrai Blitz, c'est au tour de la plus importante London Library d'être cette fois-ci en grande partie détruite par un chapelet carrément de bombes de 500 livres qui vont éventrer les façades et le toit et se frayer un chemin en fait jusqu'à la salle de lecture et dans la salle des usuels. Vous voyez que toute une partie des livres ont été carrément soufflés des étagères, tout a explosé et au passage, le créateur de la bibliothèque, de la London Library, le poète Thomas Carlyle, a lui aussi été décapité, ce que nous montre ce détail.
les soldats sont en train de mettre la tête récupérée par terre. Aujourd'hui, la statue a été restaurée, le buste a été restauré, et il trône toujours, ce qui est bien la preuve de, comment dire, la perpétuité des traditions britanniques. Au total, pendant la guerre, ce sont plus de 10 millions de livres et de manuscrits qui vont être détruits en Angleterre, dont plus d'un quart durant la seule période du vrai Blitz, c'est-à-dire l'automne 1940. Pourtant, cela n'entama jamais l'humour et le sang-froid anglais, témoin cette vieille dame qui était bien embêtée de retrouver le livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque et qui a dû avouer à la bibliothécaire « Que voulez-vous, j'ai sans doute dû le balayer avec les débris du plafond. » Ceci dit, les points culminants de la destruction par bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale se trouvèrent bien sur le continent. En Allemagne, tout d'abord, qui reçut de l'aviation alliée 1,5 million de tonnes de bombes durant la guerre. En juillet 1943, lors du raid sur Hambourg, que vous voyez ici, la chaleur dégagée par les 10 000 tonnes de bombes déjà larguées était telle qu'à 2000 mètres d'altitude, les Lancaster durent interrompre, les bombardiers anglais durent interrompre la mission parce qu'il y avait des telles remontées d'air chaud qu'ils n'arrivaient plus à garder le contrôle des commandes de vol. À cause de ces bombes au phosphore, en fait, on a relevé dans certaines rues des températures qui voisinaient les 1000 degrés Celsius. Alors, comment un quelconque abri pourrait-il résister? Que ce soit une cave, un dépôt, une réserve, évidemment, la chose, le livre et les humains, évidemment, ne pouvaient pas résister. Et encore, peut-on espérer que les collections aient été traitées et évacuées dans certains cas, ce qui n'était pas toujours le cas, justement. Il faut se rappeler les fanfaronnades de Göring, qui, en 1940-41, disait qu'il voulait bien qu'on l'appelle Meyer s'il y avait un seul avion allié qui réussissait à aller au-dessus du Reich. Bon, ben, vous avez la preuve ici de ces fanfaronnades. La Badische Landsbibliothek, dans le Land de Bad, a brûlé en 1944, donc à la fin de la guerre, alors qu'elle avait encore tout sur les rayons. Rien n'avait été déménagé, ni mis en caisse, ni mis en cave. La bureaucratie nazie ayant jugé inutile de déplacer ces 350 000 livres, qui ont donc tous brûlé. Cela ne causait d'ailleurs que peu de remords à certains Allemands, notamment Ernst Junger, pour ne pas le citer, qui écrivait alors dans son journal, je cite, « Kirchhorst, 9 avril 1944. Songez aux masses énormes de livres détruits par les bombardements. Les livres anciens vont se raréfier. Mais cela aurait même des avantages, comme celui de ramener les esprits à l'essentiel. » Certes. En tout cas, ce sont au total dans les 15 millions de livres qui vont être perdus en Allemagne par le seul fait des bombardements. Et nous ne parlons ici évidemment que des bibliothèques institutionnelles. Je ne parle pas des collections particulières ou des bibliothèques personnelles. C'est environ le tiers des livres présents dans le pays en fonds publics au début de la guerre. Selon l'UNESCO, 27 villes majeures perdirent tout ou partie de leur bibliothèque. Berlin, Francfort, Hambourg, Munich, Stuttgart, Leipzig et Dresde ont disparu durant l'apocalyptique bombardement de février 1945, le seul exemplaire connu du Pantagruel de Rabelais dans son édition de 1533. La palme sinistre des destructions de livres revint toutefois à la Pologne. Dès le mois de décembre 1939, le Gauleiter nazi, responsable du pays, publia une ordonnance obligeant la déclaration de toute bibliothèque privée ou publique. Sitôt déclarée, sitôt saisie. Des millions de livres vont être triés, soit pour envoi à Berlin, soit pour utilisation dans une nouvelle bibliothèque d'État à Posen, qui ne verra d'ailleurs jamais le jour, et ce qui n'intéressait pas était envoyé à la destruction ou au recyclage. Ainsi, les archives du diocèse de Pélinine, qui était riche en manuscrits du XIIe siècle, vont servir à chauffer les fourneaux d'une raffinerie de sucre. La fin de la guerre est encore riche en sauvagerie. Suite au soulèvement de Varsovie, les Allemands constituent des Brandkommandos, autrement dit des commandos de feu, chargés d'une politique de la guerre brûlée. La bibliothèque Krasinski, avec ses livres qui remontaient au XVe siècle, en fut victime, ainsi que 170 000 livres précieux de la Bibliothèque nationale, qui avaient été déménagés et mis en sécurité par les bibliothécaires polonais sur la demande d'officiellement, qui, quand ils durent tout sous la main, mirent le feu et fermèrent la porte. Le cas de la Pologne demeure donc le plus grave cas de tous les pays occupés, puisque ce sont 16 millions de livres qui ont été détruits, représentant 70 à 80% des collections existantes dans le pays en 1939. Voilà quelques exemples de livres disparus. Une Bible du XIIe siècle, un évangéliaire du XIe siècle, un livre d'heures du XVe siècle,
ou le journal personnel de Chopin. Ça, ce sont des photos prises avant la guerre. C'est la seule chose qui nous reste de tout ça. Et vous voyez ici la signature de Georges Sand. D'autres ont eu un peu plus de chance et s'en sont tirés dans cet état-là. Donc, voici un graphique qui vous montre un petit peu l'importance numérique, en fait, des destructions dans différents conflits depuis l'origine de l'humanité. Donc, on retrouve certains noms que nous avons croisés. Par exemple, la bibliothèque d'Assurbanipal, vous voyez, elle est tout en bas, et elle représenterait grosso modo l'équivalent de 13,7 gigaoctets de données, on parle en données informatiques. Et puis, bah, vous avez les deux gagnants, si je puis dire, malheureux, les bibliothèques polonaises, hein, 18 285,7 octets, gigaoctets, sachant qu'un gigaoctet, comme l'indique la légende, représente 739 livres. Donc vous faites la multiplication. Hein. Les bibliothèques allemandes. Et puis nous en arrivons au troisième challenger, qui est tout à fait récent, lui, parce qu'il ne faut pas croire que tous ces drames remontent à l'Antiquité ou il y a 80 ans en arrière. Hein, il y en a qu'on connaît, évidemment, de nos jours, pas si loin de ça. Donc, troisième challenger, la bibliothèque de Bosnie-Herzégovine en 1992. Et oui, c'est en août 1992 que le bâtiment de cette bibliothèque, qui était la fierté de Sarajevo, a été pilonné par l'artillerie serbe. La bibliothèque va brûler pendant 3 jours, du 25 au 28 août, et des employés de bibliothèque, des volontaires vont parvenir, malgré les tirs de sniper, parce qu'il faut penser aussi à cet aspect-là, à sauver le maximum de livres, mais seuls 10% des collections, autrement dit 150 000 livres au total, donc 150 000 livres au total, et donc 15 000 ont été sauvés, et même les catalogues imprimés ont été totalement détruits. Alors cet anéantissement était délibéré, il était programmé. Ce n'était qu'en fait l'élément le plus spectaculaire d'une politique qu'on a appelée le mémoricide, et qui accompagne en fait le nettoyage ethnique. La destruction de tout ce qui peut rappeler une vie commune antérieure, la destruction d'institutions culturelles, d'édifices religieux, de quartiers caractéristiques, de cadastres, d'archives. Et donc, en fait, ce cas emblématique a été accompagné d'autres. L'Institut oriental de Sarajevo, pareil, des milliers de manuscrits arabes, persans, détruits sans esprit de sauvegarde. Et donc, la prise de conscience de ce drame et de cette atteinte voulue volontaire sur le patrimoine livresque et documentaire a permis la création en 1992 par l'UNESCO du programme Mémoire du Monde, qui est donc appelé à identifier et contribuer à protéger ce patrimoine. Pour autant, on le sait bien, les bibliothèques continuent de brûler à travers le monde. Est-il anodin, par exemple, que le groupe Boko Haram s'appelle comme il s'appelle? Boko Haram, ça signifie quoi? Ça signifie livre interdit. Bon, tout est dit. En 2011, les manuscrits de Tombouctou vont passer à 2 doigts de la destruction. Des volontaires, au péril de leur vie, vont évacuer 200 000 volumes mis dans des caisses en métal, trimballés sur des 4x4 à travers des pistes improbables pour les protéger des miliciens d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'étaient déjà livrés à des autodafés dans les zones sous leur contrôle. L'une des initiatrices de cette sauvegarde, qui s'appelle Stéphanie Diakité, dira « Nous avons compris le pouvoir de ces bibliothèques quand des personnes de tous horizons, de tout milieu social, et parlant toutes les langues du Mali, et quand des villages entiers de la région s'engagèrent corps et âme et prirent souvent des risques considérables pour nous aider à évacuer les manuscrits du sud du Mali. » Toutefois, quelques dizaines de manuscrits oubliés ont été victimes du fanatisme, et vous voyez ici ce que les journalistes ont pu découvrir, des boîtes de manuscrits ouvertes, des reliures arrachées et une pile de cendres dans un coin de la pièce. On a assisté aux mêmes entreprises de sauvetage autodafé en Syrie et en Irak dans les toutes dernières années. Mossoul, devenue la capitale du prétendu État islamique, a vu en février 2015 des djihadistes détruire à la masse au marteau-piqueur des fresques assyriennes où des statues partent au musée de Mossoul, et la bibliothèque de la ville a été volontairement incendiée en place publique. 8000 ouvrages anciens vont partir en fumée, et dans toute la province d'Al-Anbar, dans l'ouest de l'Irak, ce sont au total 100 000 ouvrages qui ont été détruits au cours de cette campagne d'autodafé de 2015. Comme l'a dit Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, s'il s'agit d'une des plus grandes destructions intentionnelles d'ouvrages de l'histoire récente. Alors j'aimerais toutefois terminer mon propos d'une manière positive. Lors d'une conférence à l'EPFL, il y a quelques mois, j'avais eu la chance d'intervenir
à côté du docteur Macario Jabour, qui est le directeur de la bibliothèque maronite d'Alep. Il nous a raconté comment son équipe, son épouse et lui-même avaient numérisé des ouvrages rares sous les bancs, avec les moyens du bord, c'est-à-dire souvent avec un simple iPhone, avant d'aller cacher les livres originaux dans la crypte des évêques maronites d'Alep, dans des conditions qui, je dois dire, m'ont fait un peu frémir, parce que, bon, mais la force des choses. Un des membres du groupe a même perdu la vie pendant les opérations dans la destruction des bâtiments qui abritaient la bibliothèque. Les bâtiments sont aujourd'hui à ciel ouvert. Heureusement, les livres étaient dans la crypte dont je parle. Donc, je dois dire que cette rencontre m'avait profondément touché de voir quelqu'un de terrain qui venait expliquer à l'EPFL ce qu'il avait pu faire concrètement et dans des conditions absolument éprouvantes et épouvantables. Et je voulais en fait terminer sur cette note en évoquant son nom, parce que finalement, pour tous ces individus disposés à brûler les livres, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a toujours qui vont essayer de les sauver, même au cœur de la guerre. Voilà. Je vous remercie de votre patience infinie.